Bonsoir les amis, bienvenue pour ce live de février. Et comme je vous l'avais dit, donc tous les mois, nous allons essayer d'avoir un invité sur la chaîne. Et sur ce live du lundi, nous allons recevoir un invité très spécial qui va nous parler de son expédition au Kerguelen. Et si tu veux, Mikey, je ferai une introduction un jour en portugais, mais pas un jour où on a des invités. Alors, nous sommes une petite quinzaine, j'espère qu'on va être une petite vingtaine ce soir. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. S'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à leur souhaiter un bon accueil, mais je crois qu'il n'y a pas de nouveaux là dans le chat parmi nous. Et donc, je vais vous introduire un petit peu la thématique de ce soir. Avant tout, est-ce que dans le chat parmi vous, il y en a certains qui ont déjà entendu parler des Kerguelen? Ou Kerguelen, des Kerguelen d'ailleurs. Gaël, oui. Johan, oui. Bon, je vois plusieurs oui. Ouais, les îles stagiaires où on envoie les îles françaises où on envoie des stagiaires. C'est un type de crêpe pas tout à fait, Arnaud. Ou alors ce sont les crêpes les plus au sud du monde. Bon alors Arnaud, je sais pas si tu vas pouvoir y faire un séjour, mais en tout cas ça va être le sujet de ce soir. Alors, ce soir nous avons un invité que je vais vous présenter. Et il va nous parler, alors là, il va nous parler d'une expédition qu'il a faite au Kerguelen et ça va nous permettre d'aborder différents sujets. On va essayer de voir avec notre invité de ce soir, c'est Jonathan, et on va lui souhaiter un bon accueil dans quelques minutes. On va essayer d'en comprendre et d'en apprendre un peu plus sur, euh, la plongée professionnelle et ce qu'on va appeler la plongée classée B. Donc, il va nous expliquer et il va nous parler un petit peu de son métier. Et ensuite, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il faisait au Kerguelen et quel était le but de sa mission là-bas parce qu'il y a passé plusieurs mois. Est-ce que vous êtes hypé par ce petit sujet de live ce soir qui devrait nous transporter de l'autre côté de la planète? Et pour finir sur les questions dans le chat, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont des plongeurs classés A ou classés B? Pas encore pour Johan. Tu y penses? Ok. Alors, que je vous présente un petit peu notre ami Jonathan. Toi, Maki, tu étais groupe C à l'école? Ah. Donc Jonathan, déjà on peut le remercier quand il sera là. Il fait partie de ceux qui m'ont aidé à faire des tests et qui continuent à m'aider à faire des tests pour les lives sous-marins avec les masques Full Face. Je l'ai rencontré là au centre de la plongée en direct et j'avais échangé avec lui l'année dernière lorsqu'on faisait les essais et les tests de live sous-marin. Il m'avait donné pas mal de conseils, il avait mis à ma disposition du matériel à travers une de ses activités, car il travaille au Vieux Campeur, mais une autre de ses activités est d'être un plongeur classé B. Alors on va en parler. Il faut savoir que dans le milieu professionnel, il y a différentes façons d'être professionnel dans la plongée. Vous pouvez soit être moniteur de plongée, donc pour enseigner la plongée à des fins sportives, soit être professionnel de la plongée pour faire de la plongée professionnelle, avec des interventions ou des travaux sous-marins. Le classe A, ça va être des interventions sous-marines avec des travaux sous-marins avec des gros outils. Et le classe B, ça va être des interventions. Il va nous parler de ça un peu plus en détail. Et dans ce cadre, Jonathan a lieu une société où il fait différents types de prestations de missions classées B. Ça peut aller de l'archéologie sous-marine à la sécurité sur des tournages un peu comme ce que je fais moi, ou du suivi de recherche scientifique ou de l'intervention sur de l'ouvrage portuaire et autres. Donc on pourra lui poser quelques questions. Toi, t'es classé gros, je sais pas si ça compte. Ok, je vous sens taquin ce soir. Eh ben, on va garder cette bonne humeur et on va accueillir notre ami Jonathan. Et je vais faire apparaître la caméra. Hop, bonsoir Jonathan, tu es à Bonsoir à l'image. tous.
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Est-ce que le son est bon, les amis? Donc très bien, on semble bien t'entendre. Salut, Alors, salut à tous. Jonathan, j'ai fait une courte introduction, mais est-ce que, déjà, j'ai pas dit d'erreur sur ton métier, et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de toi? Ouais, non, non, tout va bien, t'as fait aucune erreur. Moi, j'ai une formation de biologie sous-marine, donc Mhm. j'ai un master 2 en biologie sous-marine. Et j'ai travaillé après mes études pour le CNRS jusqu'au moment du Covid, où en fait pendant le Covid, malheureusement le poste que j'avais en Suisse s'est arrêté. Et donc à l'époque, j'ai retrouvé un peu en catastrophe le vieux campeur, qui m'a permis, de subvenir à mes besoins et du coup de monter ma propre société, donc mon propre bureau d'études. Du coup, je travaille tout seul, mais je travaille pour, en gros, mes anciens employeurs, donc le CNRS, des musées, des zoos, des tout voilà, tout ce qui va être entité, en rapport avec la science et donc du coup le travail de classe B. Toi, à la base, donc, tu as une formation scientifique et tu t'étais directement orienté. Bonsoir Sarah, tu t'étais directement orienté après vers la plongée classe B ou tu as essayé d'allier les deux parce que tu étais plongeur à la base et ça te plaisait? Alors, non, j'ai d'abord, d'abord commencé les études, études en médecine, classique. Après je suis parti en kiné et j'ai découvert, enfin redécouvert la plongée à ce moment-là, au lac Léman et Mhm. donc j'ai passé tous mes niveaux, techniques, loisirs classiques et après je suis tombé sur, Sébastien Mautreuil qui a été mon mentor en plongée scientifique à Dijon et donc c'est lui qui m'a fait découvrir la plongée scientifique, ce que c'était, le métier et cetera et donc du coup après par la suite, je suis devenu, plongeur classé. Donc, c'est classé avec des lettres, hein. La lettre A pour les scaphandriers, le B pour la plongée scientifique, archéologie et donc tout ce qui va être film, et cetera. Donc ça, tu l'as très bien dit. Après, il y a la classe C, plutôt pour les médecins et les opérateurs de caissons. Et la classe D, c'est les tunneliers. Et après, il y a des chiffres. 0, 1, 2 et 3. Et ça, à chaque fois, c'est la limite. Comme nous, on a des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Là, c'est pareil. C'est des limites de profondeur. Donc, c'est des prérogatives à chaque fois différentes. Ben ça, c'est un sujet qu'on va développer un petit peu plus tard. Euh, et avec le vieux campeur, comment ça s'est mis en place? Tu t'es mis à travailler avec le vieux campeur à la même période ou c'est un équilibre que tu as essayé de trouver avec différentes Non, là, prestations? aujourd'hui, je dirais que c'est un équilibre qui est parfait pour moi aujourd'hui parce que déjà, je travaille dans la plongée, mais une autre facette, c'est-à-dire de passer en gros client à devenir donc revendeur, de pouvoir faire l'interface entre la clientèle de la plongée, rencontrer plein de gens par rapport à ça, essayer de subvenir à leurs besoins, et puis l'aspect fournisseur aussi, donc l'aspect de comment ils pensent à créer des nouveaux produits, qu'est-ce qu'ils font, etc. Choisir, comme je l'ai pu faire pour toi, du coup, le bon produit par rapport à ta demande. Et du coup, moi, l'avantage que je peux avoir, c'est que avec tout ce qui va être classe A, B, etc., j'ai toute la partie matériel professionnel, en fait, qui est pas forcément utilisée par le plongeur loisir lambda ou même la plongée tech, donc qui est plutôt utilisée par les scaphandriers, les militaires, les pompiers. Tu, Donc tu- c'est venu après. C'est vraiment venu après parce que le Covid était là et que, j'ai perdu mon emploi, en Suisse à ce moment-là. Heu Mhm. et donc heu et donc je suis retourné en France pour, pour bosser pour le vieux campeur du coup. Donc j'ai commencé en tant que vendeur classique et puis, là à l'heure actuelle en fait je m'occupe plutôt des tout ce qui va être clientèle, pro du coup. Donc, pompiers, les militaires, tous les réseaux scientifiques, donc je fais l'interface, voilà, entre le vieux campeur et ce type de clientèle. Et à côté de ça, tu participes du coup comme freelance entre guillemets à des expéditions. Ou même, C'est même ça, au-delà de ça, parce complètement. que tu mets en place des équipes, je crois. Oui, je peux mettre en place, des équipes quand il y a besoin. En fait, ça dépend de ce que me demande, la personne. Hem, sur, des prestations toutes simples, on va dire, je vais juste accompagner une équipe qui est déjà en place. Ils avaient besoin d'un plongeur supplémentaire.
Je peux très bien, par exemple, m'occuper que de la partie plongée, que de la partie sécurité, organiser la plongée et puis après, bah, eux, ils ont des besoins, plus, on va dire matériels, moyens humains, des choses comme ça. Ou alors il y a carrément, un chercheur, par exemple, qui veut mettre en place, un échantillonnage, et il veut utiliser, de la plongée pour mener à bien son échantillonnage. Si Et on donc peut du coup, teaser, c'est un petit peu, ce qui s'est passé au Kerguelen, mais on va y revenir tout à l'heure. C'est en ouais, partie là ça. je ouais, là j'ai, c'est Sébastien en fait qui m'a appelé parce qu'un de leurs plongeurs avait désisté, et donc en fait, il m'a demandé, si ça m'intéressait. Moi, il m'en parle depuis parce que lui, ça fait 8 ans, qu'il y va, ça fait 8 expéditions qu'il fait et il m'en parle depuis ce temps-là. Moi, j'avais tout le temps envie d'aller avec lui, mais on va dire que ça s'était jamais vraiment fait et puis là, bah, tous les chakras étaient alignés, alors j'ai longuement hésité, hein. Non, non, je lui ai dit oui tout de suite, hein. J'ai Ouais, je me doute. Bah, c'est ce que tu m'as vraiment, dit à l'époque, j'ai hein. dû Tu dire: as eu le créneau. Ouais, 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 c'est bon, il y a pas de problème, je suis partant», donc Juste avant voilà. de pousser ça, je voudrais revenir sur un point. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions dans le chat. Tu as beaucoup parlé de matériel. Alors, c'est pas forcément la thématique de ce live, mais moi, ça attire quand même ma curiosité parce que dans la communauté, on aime beaucoup le matériel, comme tout plongeur. Enfin, je pense que tous les Bien sûr, plongeurs sont un peu des gros geekos. Euh, clairement. Hormis l'équipement type masque full face, tu vois, alors je parle des gros masques faciaux qu'on va avoir avec certaines marques spécifiques. Est-ce que toi, sur ton public plus professionnel, tu vois des contraintes ou des produits qu'on retrouve pas ou qui ne sont pas forcément utilisés de la même façon dans le monde sportif et récréatif? Ouais, ouais, je peux te donner un exemple, par exemple, les militaires, pour la combinaison étanche trilaminée, ils vont retrouver la purge plutôt au niveau du bras. Donc, c'est une utilisation un peu détournée parce qu'eux, ils ont besoin en intervention tactique d'être très discrets et cetera et ils utilisent des recycleurs d'ailleurs, oxygène exprès. Tout est amagnétique, donc les détendeurs que vous trouvez, par exemple, les MTX chez Apex, il existe une version complètement amagnétique pour les militaires, pour pas se faire repérer. Donc, ça, c'est une utilisation détournée et qui existe pas, bien sûr, pour la plongée loisir. Il n'y a pas besoin d'avoir un détendeur amagnétique ou il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir la purge sur le bras. Donc, voilà. Après, il y a des choses qui peuvent, d'abord être utilisées dans le domaine, justement, professionnel militaire et qui se déclinent après dans le milieu, loisir, sportif, technique, de la plongée classique, on va dire. Heu, j'ai un exemple en tête, c'est une combinaison de chez Waterproof, étanche, qui est la D3 Ergo, qui a à la base été designée pour, l'armée, la marine allemande et donc qui a un zip spécifique très rond dans le dos, que, les marins donc peuvent utiliser pour s'habiller et se déshabiller, rapidement, tout seul. Donc il faut être un peu souple quand même, hein, pour pouvoir aller choper le dos. Mais, au niveau ergonomie de mouvement, par rapport à ce type de vêtements, c'est une grosse avancée et donc ça a été, décliné pour le grand public, quoi. C'est comme Seal qui avait mis sa fermeture d'étanche très haute pour pouvoir être enfilable. Eux, leur problématique, c'était pouvoir être enfilable avec la personne qui reste assise, comme si elle était dans un véhicule blindé, de pouvoir la mettre et Mmh. l'enfiler. Donc la fermeture de l'étanche était très haute. Je Ouais, crois que exactement. Ouais, j'avais vu c'est le ça. même principe, ouais. Mmh, tout à fait. Juste, alors, vu que la vidéo va être découpée en trois parties, une partie Mmh. présentation, une partie plongée classe B, une partie sur les Kerguelen, là on va faire un petit tour des questions et puis après on développera un peu Bien sûr. sur le classe B. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu une question. Est-ce que en Suisse tu travaillais déjà dans la plongée avant le Covid? C'était comment la Suisse? J'étais soigneur pour, l'aquarium, Aquatis, donc qui est à Lausanne. Je m'occupais de la partie, des projets de conservation sur les poissons d'eau salée, puisqu'il y avait quand même 2 aquariums, d'eau de mer, donc un aquarium méditerranéen et un aquarium, plutôt orienté Pacifique et comme, juste avant, j'ai travaillé pour, la plateforme Stellamar sur à peu près la même thématique de conservation d'espèces, du coup, ils m'ont utilisé pour ça.
Mais après, j'étais soigneur, donc je m'occupais des animaux, que ce soit terrestre ou dans l'eau. Et je m'occupais des 2 parties et donc effectivement, le Covid est arrivé et du coup, je suis parti. On a Arnaud qui pose une question par rapport à la Oui, purge de l'étanche. Où est-ce qu'elle se trouve du coup? ah, heu, ici, je sais pas si on voit bien, voilà, Ok, au on voit niveau bien. de voilà, juste avant le poignet. Donc ça leur permet en fait, de pas avoir eux à sortir complètement l'épaule. Ils ont juste à soulever un peu la main et ça part. Intéressant. C'est très intéressant. Et alors là, il y a deux questions de Norcan et Mathis qui vont dans la même direction. Ouais. Et je me permettrai même après de rajouter ma petite pièce là-dessus. Mmh. Est-ce qu'il faut forcément un background d'études scientifiques pour trouver des missions ou comment trouves-tu tes premiers contrats dans ce domaine? Alors, bah, moi, du coup, mes premiers contrats, je les ai trouvés parce que c'était, soit mes anciens employeurs, soit en gros, mes anciens profs. Donc, soit des gens que j'ai rencontrés, comme, par exemple, Stéphane Jacquet, qui est, directeur de recherche à l'INRA, ici, à Thonon, où j'habite, en Haute-Savoie. Donc on travaille beaucoup sur, les sujets du lac Léman, des espèces invasives, notamment. Et donc on s'est rencontrés, bah, déjà par le biais du Vieux Campeur, vu que j'étais au magasin. Il était venu me voir une fois et donc on a commencé à parler et cetera et donc c'est comme ça qu'on a commencé une collaboration ensemble. Lui avait pas, le personnel nécessaire pour mettre en place une véritable, base de plongée scientifique et moi je suis venu en fait à apporter ce côté-là. Heu, il est alors pour faire de la plongée classe B, c'est pas forcément nécessaire d'être scientifique. On va vous apprendre à, en gros, utiliser tous les outils. Il y a beaucoup de choses dont je vais parler tout à l'heure dans l'émission, donc du programme Protecare que j'ai fait au Kerguelen et c'est un peu un pot-pourri, on va dire, de tout ce qu'on peut retrouver, c'est un peu un fourre-tout de toutes les missions, de toutes les actions qu'on peut mener sous l'eau mais c'est pas forcément nécessaire pour la classe B. Après oui, pour faire par exemple, pour mener un échantillonnage, savoir comment le mener, comment le construire et cetera, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un bagage scientifique. C'est mieux en gros, de comprendre pourquoi on vous envoie à tel ou tel endroit et puis de pouvoir apporter, on va dire, des conseils, ce qu'ont pas forcément les chercheurs. Là, à la base, ils sont pas forcément tous plongeurs. Donc il y a certaines choses de terrain, on va dire, des données de terrain qu'ils vont pas forcément avoir en tête. Ils vont avoir tout ce qui est la théorie, mais le terrain, peut-être que des fois, il y a des choses qui vont pouvoir leur échapper et nous, on va échanger avec eux pour leur apporter ça. Mhm. Justement, ça va nous permettre de parler de toute la partie classe B. Mmh. Euh, il y a toute une partie, effectivement, c'est toujours mieux d'être spécialiste dans un domaine. Moi, je me suis pas rapproché du classe B à travers la science, Mmh mh. mais je me suis retrouvé, par exemple, dans un équipage d'archéo sous-marine Bien à sûr. plusieurs reprises en Égypte, où effectivement, alors, j'avais pas les mêmes connaissances, les mêmes compétences pures que les archéos, mais on a quand même après une force de travail, entre guillemets, où à partir du moment où si tu sais tirer une ligne, si tu es capable de faire un quadrat, c'est-à-dire des carrés, en fait tu fais un premier carré, puis ensuite tous les mètres, tu vas tirer une ligne en perpendiculaire, ce qui va te permettre de faire ce qu'on appelle des échantillonnages, donc ça va d'avoir un petit tableau et de dire qu'est-ce que tu repères dans tel ou tel endroit. Ce sont des choses où on a besoin de bras finalement. Donc c'est pas forcément antinomique. Non, 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 complètement. Tu as tout à fait raison. Bah, j'ai participé aussi à de l'archéo alors que, bah, j'ai pas fait une licence en Mhm. histoire. Non, non, tu as tout à fait raison. En fait, je parlais tout à l'heure des types d'interventions que tu peux faire. Donc quand tu te formes aux classes B, dans les formations agréées, ils vont t'apprendre à faire ça. Tirer la Mhm. ligne, faire donc le quadrat, donc le fameux carré qui nous permet après de compter des choses dedans. Tout ce qui va être des opérations de levage, par exemple. Alors on en fait déjà un peu, peut-être des fois, peut-être que tu as pu faire pour relever l'angle du bateau ou des trucs comme ça, utiliser un parachute de levage. Soulever des trucs beaucoup trop lourds pour mon niveau. Ouais. Ouais, alors ça, c'est ouais, pareil, on peut en parler, c'est un peu la limite entre la classe, Voilà. du coup, la classe B et la classe A, où là, on rentre vraiment dans les travaux, où là, c'est beaucoup plus lourd. Il y a un équipement qui est complètement différent.
Le travail du B, je dirais qu'on est plus sur des choses un petit peu plus, on est sur vraiment des choses un peu plus minutieuses, un peu plus précieuses. Je Alors me je dis pas souviens que que le BTP, c'est pas minutieux, hein, mais c'est juste que l'avantage de la plongée scientifique, c'est vraiment de pouvoir envoyer quelqu'un qui va, par exemple, te prélever exactement le truc que tu voulais sans endommager trop le milieu. C'est vraiment ça le gros point fort de la plongée scientifique. oui, alors, dis-moi si je me trompe, mais il y a vraiment il y a une notion différente entre le classe B, ça va être de l'intervention, là où le classe A, ça va être de l'ouvrage de la construction sous-marine. Ça veut dire qu'en Bien sûr, intervention, on va être limité en termes de puissance de machine, on va être limité en termes de sac de levage, de puissance de levage, on va être limité en termes d'équipement. Ça permet de segmenter un peu, parce que ça me permet aussi de répondre à la question de Jacques. Je sais pas si tu vois le chat en même temps. ouais. Alors je le Euh, vois, mais par contre, je suis désolé, j'ai une qualité qui est pas folle et du Bon, c'est coup, en pas fait, grave, je vais la toutes lire. les Donc, en fait, c'est un peu brouillé, c'est pas net, les lettres, non, non, donc pas de problème. Donc, on va juste rebondir à deux questions et puis après, on va avancer. Euh, il y a une sorte de donc, plateforme donc, d'études Jax, philosophes. on vient sur celle-là juste après. OK. Jax, l'intérêt du classe A, du classe B et du classe C, etc., c'est que non, t'es pas obligé d'avoir le DGEPS. Le DGEPS, c'est un diplôme d'éducateur de la jeunesse et sport. C'est pour former des moniteurs qui accompagneront et prendront soin de clients pour de la plongée sportive. La plongée classée A, classée B, c'est de la plongée professionnelle, dans le sens où là, on est sur des formations qui vont t'amener à travailler, bah, c'est ce qu'on disait, en archéo, en scientifique, en sous-marin dans les ports, par exemple, vérifier des lignes de mouillage, poser des lignes. Faire des interventions. Et le classe A, c'est faire des travaux sous-marins. Donc là, c'est les gros pieds lourds qui vont te couler une dalle en béton à 30 mètres de profondeur, c'est ce genre de choses. Et il y a énormément de différences. D'ailleurs, on va peut-être pas développer là-dessus parce que ça va faire débat, mais il y a énormément de différences, notamment en termes d'organisation du travail, de loi du travail et des tables de plongée qui vont être utilisées dans le monde professionnel qui sont très différentes de ce que de ce que nous utilisons dans le monde sportif et récréatif, car ce sont des temps de plongée, des temps de fond qui sont calculés différemment et qui sont bien plus conservateurs. Donc, c'est à niveau professionnel, c'est différent du DGEPS. Et c'est aussi, je trouve, assez intéressant parce que le classe B reste plus accessible, tant en termes de prix que de durée de formation, parce que le classe B, alors il y a 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, donc ça dépend des profondeurs, mais si vous voulez vous former en classe 1, je crois que ça va être jusqu'à 20 mètres, on est sur une formation qui va être qui doit être à moins de 3 000 € et qui dure 2 semaines, je crois. Donc entre, Oui, ça à dépend peu un peu près. ouais, ça dépend un peu des sites de formation. Mhm. Oui, donc effectivement, tu l'as bien dit, donc il y a des niveaux, donc le zéro en fait, c'est 12 mètres. Typiquement, le zéro il a été fait justement pour tous les gens qui sont, soigneurs en aquarium. Mhm. On n'en a pas parlé, Donc mais oui, oui, soigneur en aquarium, c'est un bon bah, point. souvent, i alors ça dépasse pas 10 mètres parce qu'il y a trop de contraintes après sur les vitres. Donc c'est suffisant pour que, un soigneur puisse aller, en gros, soit nettoyer, soit aller voir un animal, soit prodiguer les soins, nourrir et cetera. Après, il y a la classe 1. La classe 1, c'est, toute opération, en gros, de 0 à 30 mètres à l'air. La classe 2, c'est 50 et la classe 3, donc il y a des limites, mais du coup, on dépasse 50 et là, on passe, sur des mélanges ternaires, donc le prémix en est un. Et pour te répondre, Jacques, c'est semi-autonome. C'est-à-dire que toi, tu peux être autonome sous l'eau, mais il te faut un encadrement de sécu surface en fonction du type de contexte avec une ou deux personnes en surface. Oui, Euh, en- Ça, c'est dans la législation, la loi du travail. Pour assurer ta sécurité, une personne qui va être en quelque sorte chef de plongée et une autre qui serait un plongeur de secours paré à intervenir. c'est ça. C'est vraiment totalement différent. Mais c'est une activité. Et pour finir, et puis ensuite ça va nous permettre d'aller au Kerguelem, est-ce que professionnellement, il y a, euh, il y a des plateformes pour trouver ce type de boulot? Comment est-ce qu'on rentre là-dedans?
Moi, j'y suis rentré à travers les discussions et tiens, il y a moi, je pense que c'était un peu comme toi. Il y a machin qui cherche quelqu'un pour aller en Égypte. Est-ce que tu es dispo Mm. pour 2 mois sur un bateau? Oui. Et puis Voilà. let's go. C'est un peu ça, Ouais, quoi. c'est à peu près pareil. Oui, oui, sur Internet, on en trouve quelques-unes qui centralisent un peu comme ça les offres. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux aussi qui se sont constitués. Là, de ce que j'ai vu, alors après, c'est un projet qui est tout récent, je ne sais pas si ce sera l'objet ou pas. Il y a quelque chose qui se forme à Marseille, si j'ai bien compris. On n'y est pas encore, mais Ça oui, oui, faudra, ça a l'air, ouais. ouais, ça faudra le suivre un petit peu, faudra regarder un peu ce qui se passe. L'idée, bah, c'est voilà, c'est de faire partager un peu toutes ces offres qui peuvent sortir dès qu'il y a des sociétés ou qu'il y a des entités qui ont besoin de se servir de la plongée. Alors moi, j'ai partie, partie B, bien évidemment. Les offres, elles vont être un petit peu centralisées. Et puis après, souvent le B, c'est donc des sociétés, par exemple, de tournage qui vont chercher des plongeurs caméramans. Ça peut être donc comme toi, tu as eu l'exemple, d'un chantier archéo où ils vont chercher, des plongeurs, classés pour les aider, alors l'idée, c'est pas de faire l'étude, avec eux, mais c'est, au moins de les aider sur la partie plongée. Donc on parle en fait de moyens humains. Et puis donc, aussi la partie scientifique, hein, bien sûr, enfin la partie, biologie, je veux dire, heu, qui est là. Ouais, je Alors pense moi, qu'on a fait. c'est vrai que c'est différent. Moi, j'y suis rentré parce que, bah, j'étais en études et dans mes études, j'ai rencontré quelqu'un qui était déjà, classé et qui était, responsable d'un service de plongée scientifique. C'est Alors plutôt pas tous mal. les centres, voilà, c'est tous les centres n'en sont pas dotés, mais pour ceux, qui en sont dotés, enfin pour les labos qui sont dotés d'un centre, du coup ça apporte un avantage. Après, faut avoir. Tu as besoin de cette formation pour partir ce chantier en Égypte. Moi, c'est particulier parce que j'y suis allé autrement, mais j'ai passé cette formation après pour être dans les clous en termes d'assurance. Oui, correct. Mmh. Après, c'est des histoires Mmh. d'assurance. Tout à fait. Après, il faut se rendre compte que ce soit dans le monde récréatif et dans le professionnel, ce sont des petits milieux. À partir du moment où tu connais 5 personnes dans ce milieu-là et que tu es pris sur une expédition et que tu bosses, généralement, ça se met en place. Enfin, c'est un petit monde, quoi. On, on, on se connaît vite un petit peu de nom, quoi, et de réputation. Donc Ouais, c'est pas tout à mal comme fait. ça. Bah, dès que tu commences à naviguer un petit peu, c'est un tout petit monde. En parlant de navigation, est-ce que on parlerait pas justement des Kerguelen? Bah, avec plaisir, hein, avec plaisir. Alors, on va refaire un petit tour dans le chat et là, je vais ouvrir justement ton joli PDF. Alors d'abord, on va regarder sur une carte du monde. Euh, Ouais. On va regarder où c'est déjà. où sont les Kerguelen? Qui parmi vous dans le chat a déjà entendu parler des Kerguelen? Et voilà, nous sommes donc. Alors donc, au début, quand j'ai tapé Kerguelen, j'étais à Kerguelen en Bretagne, parce que ça reste quand même le centre du monde. Mais toi, c'est pas ces Kerguelen-là dont on parle, non? Non, effectivement. Alors, ça peut prêter à confusion, effectivement, parce il y a un bar qui s'appelle l'île Kerguelen, et puis il y a Ouais. une anse en Bretagne qui s'appelle l'anse Kerguelen. En fait, ça vient du nom du découvreur de cet archipel, puisque c'était Yves-Joseph de Kerguelen de Oh, Trémérac, qui était originaire du Finistère. Donc, ouais, attends. il a découvert les Kerguelen en 1772. Alors attends, je vais montrer quelques images de ça. Du coup, je vais juste montrer la carte là. Ouais, Donc nous avions, ouais, bah, j'ai mis une carte, voilà. voilà, et notre aventurier. Hop là. Voilà. Donc il était breton, Il était breton, forcément. Attends, c'est où le grand écran sur cette affaire? Pardonnez-moi. originaire du Finistère très exactement. Ouais, Voilà, à bord de à son bord de la navire, Fortune. donc voilà la fortune. Donc il avait été chargé en fait par le roi de France à l'époque, d'aller récupérer des nouveaux territoires, puisqu'en fait on pensait par un petit peu, un phénomène de paire, comme on avait découvert le continent Amérique, puis il y a l'Asie de l'autre côté, on avait un continent au nord, donc forcément, bon, on connaissait l'Antarctique, mais au sud, on pensait qu'il y aurait un 4e continent qui pourrait exister,
D'ailleurs, à l'époque, ça s'était appelé les Australes françaises, exactement. Le continent austral français. Et donc, il a découvert cette île qui pensait être, lui, être un continent. Et que Cook revisitera 4 ans plus tard, et que finalement, il appellera l'île de la désolation, puisque en réalité, on est au niveau des 40e hurlants. Donc là, sur la map, en Le fait, 40e, c'est on vous mettait la distance, alors non pas de Paris, là, les 12 409 kilomètres, mais de Dijon, puisque du coup, Sébastien, lui, il est originaire, enfin, il n'est pas originaire de Dijon, mais il travaille à Dijon au laboratoire. Et donc, nous, on part tout le temps de Dijon. Quand on va faire ce type de mission, en tout cas, les personnels du laboratoire, on part tout le temps, on part de là-bas. Et on est à 2000 kilomètres du continent antarctique. Donc, on est entre les eaux subtropicales, on va dire, et subantarctiques. Donc, on n'est pas sur le continent, on est bien un petit peu avant, mais on est quand même dans les eaux polaires, au niveau des 40e hurlants. Donc, et justement énormément de vent qui balaye l'île. je me permets juste de parler des 40e hurlants, les 40e rugissants. C'est un terme marin qui parle de ce méridien-là. Une fois qu'on a passé cette ligne-là, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est la 40e et 40e, 50e, etc. c'est là où ça tabasse. C'est aussi le Cap Horn. Enfin, il y a toute Tout à fait. tout un Alors imaginaire, là, tout un narratif autour de ce 40e. carrément. Donc ça, voilà, elle ressemble à Ouais. ça, l'archipel. On est vraiment sur une île donc Euh, qui a été découpée par le temps parce que c'est une île très fracturée, ça. ouais, c'est une archipel en fait qui va contenir plusieurs centaines d'îles. Il y en a une très grande principale qu'on appelle la Grande Terre. C'est sur celle-là qu'on a fait la base scientifique dans les années Mhm. 50. Donc Donc dans celle que les, je suis an- en il y a, alors il n'y a jamais eu d'habitants permanents à Kerguelen. C'est toujours donc depuis les années 50 des missions scientifiques qui se relaient d'année en année ou de 6 mois en 6 mois. Donc après ça dépend du programme. Voilà, donc quelques exemples du coup de ce que vous pouvez trouver là-bas comme faune. Donc beaucoup d'oiseaux, oiseaux marins. Et donc là, ce sont des colonies de manchots empereurs. Ça, c'était pour vous montrer un peu. Alors, qu'est-ce que c'est un insecte, bien sûr, mais est-ce que vous savez ce que c'est comme insecte, comme espèce? Alors, on en retrouve ici, hein, chez nous. Bah, ça a trois pattes, alors ça ressemble pas à une fourmi, mais peut-être que c'est une version préhistorique de la fourmi. Une fourmi, non, ouais, non, c'est pas ça. Un Alors, zerg! qu'est-ce que ça Un peut être? zerg! Un zerg, ouais, l'invasion des zergs. Un Ouais, ça métallisque! aurait pu. Ça aurait pu. Non, alors c'est une mouche, en fait. Sauf que là-bas, il y a tellement de vent qu'elle pourrait pas lutter contre le vent. Donc l'évolution a fait qu'elle a perdu ses ailes. Donc si tu Ah, c'est regardes la fou slide ça. d'après, en fait, en mettant des ailes, ben voilà, Ah, c'est une ouais. mouche. Est-ce que tu as vu, toi, ces immenses colonies de... Alors sur Alors, Kerguelen en c'est des soi, manchots ou des pingouins, je sais jamais. alors les manchots c'est au sud et il y a plusieurs espèces. Les pingouins c'est au nord et il y a seulement 2 espèces. Alors on peut confondre parce qu'effectivement en anglais et tous les anglo-saxons disent penguin pour dire manchot en fait. Mais non, non, nous on dit bien manchot. Et donc tu as Ok. des plages, donc tu as certains endroits où en fait tu as des colonies, là il y a des milliers d'individus hein, dedans. Et alors on voit, donc pour se protéger du vent et du froid là-bas, donc les petites taches brunes qu'on voit, c'est les juvéniles qui sont parqués au milieu, donc ils les rassemblent tous sur le même point. Il y a une partie de la colonie qui reste pour protéger les juvéniles et l'autre qui part en mer pour aller chercher à manger. Donc c'est très organisé les colonies de. Donc ça c'est des manchots royaux, pas Hmm. les manchots empereurs du continent antarctique. Ils sont un peu plus petits que les manchots empereurs. Et puis Et bien on a... évidemment, donc, les stars de la base donc, scientifique de Port-au-Français, donc la base où nous on a été pendant un mois, c'est les éléphants de mer. Et donc là on a donc, la période où on y va, nous c'est l'été. Et donc c'est la période où en fait les juvéniles qui viennent de naître bah, s'engraissent un petit peu, ont été un petit peu engraissés par les parents.
et avant de repartir, en fait, en mer et là, de se débrouiller tout seul pour aller chasser leur propre nourriture. Alors on a aussi de la flore, hein, ce que tu as passé, juste avant. Ouais, C'est bah, on a un petit un peu chou, tout. c'est un chou des Kerguelen, ça. Donc c'est endémique des Kerguelen, c'était déjà là avant que les humains arrivent et c'est complètement comestible. Donc les premiers navigateurs, quand ils sont arrivés, et ben, ils faisaient, de la soupe, ils en faisaient, de quoi sustenter en végétal quoi, parce que du coup, eux, Mmh. ça faisait ils passaient quand même, un paquet de temps en mer. Alors nous, vous verrez aujourd'hui, on en passe déjà un paquet de temps sur des bateaux modernes, mais eux, c'était carrément des expéditions qui duraient plusieurs mois. Et puis, Bah, bah, bien évidemment, il y a des espèces invasives à Kerguelen, puisque dans les les premières chats, expéditions, voilà, les rats. ça c'est un exemple, bah, voilà, rat, souris, lapin, on dit lapin quand on est sur terre et quand on est en mer, on dit BLO, bête à longues oreilles, on ne dit pas lapin, parce que ça porte malheur pour les marins. Et donc ça a été, introduit, ça a fait énormément de dégâts sur, la flore et donc on pensait à l'époque, que pour chasser les lapins et pour chasser, les souris, on pouvait implanter des chats qui seraient redevenus sauvages, parce que là ils sont en état sauvage. Sauf que les chats ont vite compris que, la souris qui est très agile, c'est vachement plus difficile à chasser que le bébé albatros qui vient de naître et qui lui a jamais connu de chat avant et qui sait pas se défendre. C'est Donc du formidable. coup, À chaque fois qu'on essaie de régler un problème, mais on a eu les mêmes soucis dans. Ah, on va mettre cette espèce qui va la dévorer, et puis c'est c'est non, ça. mais non. Alors, c'est à remettre dans le contexte de l'époque, hein, avec les connaissances scientifiques de l'époque Oui, qu'on avait, bon, on continue de la faire aujourd'hui, cette erreur. oui, 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 on continue, mais les esprits commencent un petit peu justement, c'est le but de parler de tout ça, de parler de la science, de parler de la biologie, et cetera, pour faire évoluer un peu les consciences là-dessus. Je parle pas de simplement, faire de l'écologie, ce qu'on fait en politique tous les jours. Je parle vraiment de l'écologie, la science de l'écologie, donc comprendre un peu comment ton écosystème fonctionne. Et donc Je, effectivement, bah, quand tu essaies de bidouiller un peu tout ça, de mettre les mains dedans, bah, tu comprends que c'est un peu compliqué, quoi. L'objectif de tout ça, c'est un peu de le comprendre justement, cet écosystème, alors, avant de vouloir réparer des trucs, quoi. à ce propos, là, on a parlé, on a présenté un petit peu les Kerguelen. Il y a des choses que tu voudrais rajouter, ou je voudrais te poser une question un peu plus personnelle après? Non, 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 vas-y, au contraire, on n'est Bon, pas obligé de suivre, Arnaud va te répondre après. Euh, pas de souci. ça c'est une présentation des Kerguelen, des scientifiques, mais toi, là, tu es parti pour plusieurs mois en mer, tu es parti là-bas, ça demande Mmh, une certaine implication. Euh, tout à fait. qu'est-ce, qu'est-ce qui, toi, la- la- qu'est-ce qui, toi, t'a le plus attiré? Quelle a été la première chose qui t'a donné envie d'aller là-bas et de faire cette expédition? C'est quoi ta motivation? Ah, c'est vraiment la découverte, c'est la découverte d'un milieu qui est encore, isolé, donc un peu préservé. Heu, et de vivre un peu de vivre en fait une vraie expédition quoi, où du coup tu pars vraiment en mer pendant plusieurs jours et donc tu es sujet, bah, aux intempéries et cetera. Donc c'est de vivre un peu peut-être ce que peuvent vivre, les gens dont c'est le métier à temps plein, tu vois? De suivre un peu leur exemple et puis de découvrir ça par moi-même. Et puis c'est aussi l'aventure humaine. Tu vas rencontrer des gens que tu rencontres pas en temps normal, dans notre vie de tous les jours, métro, boulot, dodo, quoi. Tu vas rencontrer et tu vas parler à des gens à qui tu aurais jamais parlé en temps normal. Et en fait, comme on est tous là pour peu importe que tu sois, volontaire service civique, que tu sois, que ce soit les militaires là-bas, les scientifiques, les chargés de mission ou les techniciens, le menuisier, le marin, en fait, on est tous dans la même galère. On est tous sur un îlot qui est perdu, à des milliers de kilomètres de la première habitation. L'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité, que tout le monde puisse faire son travail correctement, sachant que là-bas, bah, un geste très simple, par exemple, peut devenir tu sens que tu es quand même des fois un peu sur le fil et que tout peut basculer très, très vite. Donc on essaye, de prendre le minimum de risques, de jauger un peu tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va devoir faire. Donc ça demande une gymnastique qui est un peu différente de ce que tu fais en temps normal et c'est ça qui est un peu,
qui est grisant, en fait, quelque part. Bon, en plus d'être dans un paysage magnifique, d'être au contact avec les animaux, et puis aussi de te pousser toi un peu dans tes retranchements. C'est-à-dire que, bon, bah, on va dans de l'eau froide, il y a des vents à décorner les bœufs. Nous, pour la plongée, il faut vraiment qu'on prenne zéro risque. Il faut qu'on pèse le pour et le contre à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc ça te pousse toi un petit peu dans ta notion dans une certaine forme de sang-froid et ta notion de what if. Je fais le lien un peu avec la vidéo que tu avais fait avec Nico, sur, la plongée tech. On rentre un peu, c'est la plongée pro, mais on rentre un peu dans les mêmes mécanismes, quoi. On va faire beaucoup de what if, on va essayer de gérer, beaucoup de situations. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, en fait, qui m'attire, vers ce genre de mission. C'est voilà, puis après, bah, le gros avantage quand tu es là-bas, enfin, tu un truc qui est sympa aussi, c'est que, bah, tu penses pas à ta vie de tous les jours. Je veux dire, tu es vraiment concentré à 100 sur ton travail, ce que tu dois faire, mettre en sécurité tout le monde, et voilà, c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais, c'est quelque chose, dans une moindre mesure, qui m'avait touché quand j'étais 2 mois en mer en Égypte la première fois. On n'avait pas du tout de réseau, pas de téléphone et tout. Et donc, du coup, pas de live. Ouais, Euh, ouais. c'était ce côté. On est tous embarqués pour un objectif spécifique. Bah, Et, commun, ouais. euh, et chaque jour qui sert, en fait, on n'a pas à penser, parce qu'il y a des cuisiniers et tout, donc on n'a pas à penser forcément à toutes les tâches du quotidien. On est concentré sur un seul truc. Et c'est quelque chose d'assez formidable. Mais c'est ça qui est excellent. Et après, tu vois, bah, justement, tu parles du cuisinier. Donc on avait des cuistots, là-bas sur place, pour faire vivre en gros les gens qui sont sur la base. Mais par contre, si un jour tu es off ou qu'il y a trop de vent, tu peux pas sortir, si tu as toujours rêvé, par exemple, de savoir comment faire du pain ou des trucs comme ça, bah là, tu as un mec qui est là, enfin, tu peux lui filer un coup de main, lui, il peut t'apprendre un petit peu. Nous, en échange, tu vois, leur montrer les photos des plongées. Le menuisier qui est à côté, voilà, il te montre un peu comment il fait, et cetera. Et puis, voilà, tu as l'avantage d'être avec des gens qui sont tous passionnés par ce qu'ils font. Il y a pas, enfin, j'ai pas, tu vois, j'ai pas trouvé qu'à un moment donné, on t'a mis à part, on a mis quelqu'un à l'écart parce que, on a considéré son boulot, entre guillemets, comme inférieur ou qu'on a considéré qu'il était inutile. Non, non, là-bas, tout le monde est utile et tout le monde te donne des coups de main à tout le monde, quoi. Mais C'est donc, c'est vraiment le côté intéressant. là-bas, il y a personne qui vit à l'année, c'est uniquement par mission. C'est bien ça? C'est ouais, c'est ça, par mission. C'est renouvelé tous les ans. Et donc, ça fait qu'il y a combien de personnes qui sont en renouvellement là-bas, et il y a combien de bateaux qui vont là-bas? Enfin, ça représente quelle fréquentation? Alors, donc sur Kerguelen, parce qu'après on pourra parler si tu veux aussi de l'archipel de Crozet et celui de Saint-Paul et Amsterdam puisque ça fait partie des Ok. en gros des 3 districts que l'État font au sud et Alors, après il y a le district des îles Éparses dans l'océan Indien. Donc voilà, ça c'est ce que tu montres, c'est la rotation que fait, donc le Marion Dufresne, qui est le nom du navire océanographique qui nous emmène, là-bas, donc qui est affrété par, l'État à ce moment-là. Donc sur place, au Kerguelen, après, on est, une trentaine, donc, je crois que c'est 35 ou 40, ça peut monter jusqu'à 40, je crois. Donc, à un ah même ouais, moment, tu peux c'est être tout 40. petit. Après, lors des rotations, il y a un peu plus de personnes, puisque du coup, peut y avoir les gens, il y a une espèce de chassé-croisé qui se fait, par exemple, entre les hivernants. Il y a un chassé-croisé qui se fait entre les missions, donc tu peux avoir plus de monde à un moment donné. Et donc il y a un autre bateau qui fait la traversée, qui lui est plus petit et qui sert d'appui, à toutes les missions scientifiques sur place, pour pouvoir emmener les gens sur les différentes îles, donc qui est la Curieuse. Donc là, c'est un petit bateau qui fait 25 mètres de long et donc lui aussi fait la même traversée que le gros bateau qu'on a vu juste avant, qui lui fait 120 mètres. Donc voilà, dans des vagues de 10 mètres, être dans un bateau de 25 mètres, ça n'a pas la même notion que dans le bateau de 120. Le Donc gerbotron. alors ça peut ouais, être hyper gerbant. Moi qui avais
qui était pas jusque-là hyper assujetti, au mal de mer, mais j'avais navigué que sur des bateaux un peu plus grands, ou alors la navigation était pas assez longue pour que je ressente les Mmh. effets. Heu, Voilà, maximum de ce que j'ai pu faire, je pense, pour rejoindre un site de plongée, c'est 1 heure et demie de bateau. Ouais. Heu, Là, tu fais, 7 heures de bateau, dans des creux qui font, entre 5 et 7 mètres, bah, ouais, tu le sens passer, quoi. Ça, Bah, c'est clair. parle-moi un peu de ton expédition du coup. Toi, tu as mis combien de temps pour y aller? Vous étiez combien dans la partie plongée? Et vous êtes resté combien de temps? Alors pour la partie plongée, on était, 5. Donc on est répartis, on est coupé en 2 entités. Donc il y a l'entité, de l'Institut, Paul-Émile Victor, donc qui est l'Institut polaire français. Donc c'est l'institut qui nous, en fait, nous a recrutés avec, donc il y avait Sébastien qui était le chef de mission. Il y avait Blanca Figuerola, donc qui est une scientifique invitée qui était spécialiste des bryozoaires. Ça, on pourra vous en parler après si vous voulez, j'ai des slides. Voilà, là vous avez une photo de Voilà, il y l'équipe. a tout le monde là. Donc elle travaille pour l'université de Barcelone et elle était invitée parce que du coup cette année on voulait mettre l'accent, donc de Protecare qui est le nom de la mission, sur les bryozoaires. Heu, et moi, donc on était 3 de l'Institut polaire, et puis après le reste c'est des agents des terres australes et antarctiques françaises. Donc on avait, le chef de mission côté TAF, qui était Alexandre, le chef de mission côté IPEF, qui est Sébastien, et puis après, donc moi, je m'occupais de la partie, enfin, principalement de la partie plongée. Nils, lui, il est, copilote du Commerçon, donc c'est un semi-rigide que vous avez vu juste au-dessus. Juste Et puis au-dessus, on ouais. a Sandrine qui est, voilà, qui elle est la pilote officielle. Donc il y a un pilote, un copilote. Le copilote, lui, il plonge aussi, pas la pilote. Et donc, et on avait Mathilde aussi qui était technicienne pour les TAF à ce moment-là, donc pour cette année-là. Pour les années précédentes, elle a remplacé Alexandre, et elle était plutôt sur Amsterdam. Et là, je vois différents logos. C'est tous ceux qui participent directement financièrement à cette étude, à la recherche que vous avez menée? Alors oui, c'est tous les acteurs qui vont avoir de près ou de loin un rôle à jouer dans la mission Protecare 12. Alors il y a des rôles directs, hein. Le laboratoire BGS, Biogéosciences, c'est le laboratoire dont fait partie Sébastien, et c'est le laboratoire qui détient le programme Protecare depuis 12 ans, et qui l'a encore là cette année pour 3 ans. Donc via l'université de Bourgogne, le CNRS bien évidemment, la réserve des terres australes, l'IPEV, l'Institut de Blanca, indirectement le Vieux Campeur, puisque bah, déjà le Vieux Campeur m'a permis de partir. Et puis le gros avantage, c'est qu'on a été fourni, on a Ils vous été ont fourni au équipé. matériel, voilà. C'est Et vrai. puis bah, de manière très modeste, j'ai mis aussi le logo de mon bureau d'études à la fin. Tu es lequel, toi? Seber? C'est le gros nounours, qui a un bloc de plongée sur le dos. Ouais, bah super. Ah, bah, c'est pour ça que tu te marrais quand t'as vu Abisbert. Oui, oui, c'est pour ça, ouais. Bah, alors, on va parler de Protect 12, mais moi, alors, je suis très matériel, ça m'intéresse. Geekos. Mais avec plaisir, Donc, en termes de avec plaisir. matériel, quel matériel t'avais sélectionné et pourquoi? Alors, avec Sébastien, donc, on s'est équipés tous les 2. Alors, en termes de matériel, tu veux que je passe tout en revue ou Pas c'est forcément tout, non, non, pas tout jusqu'au couteau, mais plus combinaison étanche, peut-être gilet, peut-être détendeur, enfin, alors des éléments combi clés. étanche, combi étanche, on était tous équipés en toile. Pour le coup, la toile, en plus d'être la combi quasiment la plus polyvalente qu'on puisse trouver, puisque c'est la façon dont on s'habille en dessous qui va déterminer si on a chaud ou on a froid. C'est une combi qui nous permet de nous déplacer facilement, d'être facilement, enlevée et remise. Puisque sur les sites de plongée, donc sur les sites qui étaient équipés de capteurs qu'on allait relever et cetera, ou là où on allait faire les inventaires, des fois on pouvait rester un moment sur le site, puisque du coup on plongeait par 2 équipes. Donc pendant qu'il y a une équipe qui plonge, il y a l'autre équipe qui surveille la première, et donc on pouvait rester très longtemps. En dehors, il y a énormément de vent, même si on est l'été, on a des ressentis des fois qui sont négatifs. Il peut pleuvoir, donc il peut neiger aussi, donc il faut qu'on résiste au froid. Donc ça nous permet de bien nous habiller en dessous,
Donc en dessous, principalement habillé en sous-vêtements, bah, les sous-vêtements que j'avais, moi, c'était des sous-vêtements de chez Senti. Bon après, je sais pas si tu veux qu'on cite des marques ou pas, mais Si, en si, gros, pas de l'objectif, problème, c'était tu peux l'objectif, citer c'était ça. c'était surtout d'avoir une stratégie de sous-vêtements intelligente, donc avec la première couche très respirante, une couche plutôt intermédiaire ou alors un gilet chauffant et puis une couche, finale, on va dire, qui apporte vraiment le côté, thermique, qui continue, de pouvoir faire circuler l'air chaud, de faire circuler la transpiration à l'intérieur de la combinaison, qui soit le plus efficace possible. On a, tu vois, on a des combinaisons, bon, c'est un peu divers, hein, on a un peu toutes les marques, hein. Sébastien, il avait la Scuba et cetera. Mhm. Ce qu'on voulait, c'était des combinaisons aussi qui soient légères pour nous. Alors moi, j'avais emporté, parce que du coup, dans ce que Seb m'a demandé de faire, en gros, c'était de gérer, en gros, la partie plongée pour qu'il y ait 0 problème. Donc moi, j'avais emporté en plus une combi de spare. Donc moi, j'avais 2 combis, Seb avait 2 combis, ce qui nous permettait quand on avait, bah, quand on faisait par exemple un trou, en plus d'avoir, amené de quoi réparer, Ouais, bah, tu d'être pouvais autonome carrément changer la tout de combi. suite. Ouais, Ouais, tu ouais. pouvais changer de combi si jamais, le truc, c'est que là-bas, comme tu as rien, t'as aucun, il y a pas de moyen, il y a rien du tout, on peut pas acheter du matériel, on peut rien faire. Si jamais il t'arrive un truc, il faut que tu puisses tout réparer, sur place. Donc le matériel que tu emmènes, il faut que tu sois sûr qu'il soit fiable, qu'il soit simple d'utilisation. Moi je sais qu'il y a enfin, certains collègues qui ont galéré par exemple avec leur système de gants étanches, qui ont pas réussi à les mettre et cetera. C'était une galère, sans nom. Heu, alors je dis pas qu'il y a des systèmes de gants qui soient, plus mauvais que d'autres, mais je dis qu'il faut vraiment que tu sois bien habitué à ton matériel. Donc ça impose que tu aies plongé avant avec, plein de fois, que tu saches le réparer si jamais il a un problème et cetera et cetera. Après, bah, détendeur, tu peux prendre ce que tu veux. Enfin, pour le coup, tous les détendeurs, ils sont tous bons. Oui, Alors, maintenant, il n'y a plus le vraiment. mieux Oui, oui, oui. ouais, le mieux, c'est qu'ils soient eau froide, donc avec une tourelle sèche, qu'ils soient quand même isolés du froid. Mhm. Malgré tout, bah, nous, des fois, donc le compresseur, qu'on avait sur place, donc qui était le compresseur des militaires, des plongeurs de bord, si jamais il pleut, tu fasses gaffe qu'il y ait pas d'humidité qui rentre dans le compresse et puis qu'après derrière aille dans les bouteilles et ça, bah, si tu retrouves avec de l'humidité dans le bloc, peu importe que ton détendeur, ce soit un Apex ou un Scuba Pro ou un Maress, il va givrer pareil. Mhm. Donc ça contre l'eau, tu peux pas faire grand chose Ouais, quand elle toi, est, à l'intérieur du mécanisme. ta problématique, c'était Donc moi, surtout la protection du froid. moi, c'était protection du froid, à fond, que protection de mes collaborateurs, enfin des agents qu'on emmenait et puis, protection, moi aussi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de enfin, tu vois, une plongée classique chez nous, par exemple, tu prends un peu l'eau, si tu es à côté, de ton site de plongée, si tu es du bord ou tu as pas fait une grosse plongée hyper profonde, comme nous on faisait, hein. On faisait pas de plongée très profonde. Déjà parce qu'il y a un arrêté qui nous l'autorise pas, et parce qu'on n'a pas de caisson sur place. Donc on peut pas, si on a un accident de désaturation, on ne peut pas le soigner. Ah, Ou c'est alors fini. le seul moyen de recomprimer pour nous, c'est d'aller en recompression sous l'eau. Le problème, c'est qu'il fait très froid, donc la recompression, elle va pas être optimale, enfin ça va pas être hyper optimal pour la circulation, quoi. Le froid, donc qui va du coup t'engourdir les membres avec de la vasoconstriction périphérique et compagnie. Donc du coup, protection, maximale contre le froid, donc forcément gants étanches, combinaison étanche avec des bons sous-vêtements, une bonne stratégie de couche. Ça, c'est très, très important. Et puis après, bah, le gilet, les détendeurs, tout ce qu'on peut apporter. Le gilet, pareil, peu importe la marque, on s'en fiche. L'objectif, c'est qu'il soit, facile à réparer si jamais il y a un problème, facile à utiliser, que, C'est- si tu veux mettre des anneaux à tel endroit, tel endroit, tel endroit ou ranger ton parachute ou ton masque de secours à telle place, on s'en fiche. L'important, c'est que, tu saches où il est, que moi je sache où tu l'as rangé. Donc ça impose de faire des briefings, très complets, un peu comme la plongée tech. On peut on laisse très peu de place si tu veux, à, alors pas à l'inattendu parce que justement l'inattendu par définition on ne peut pas le prévoir, mais par contre que tout ce qui peut nous poser problème, qui sous l'eau, ce soit résolu. Faut qu'on sache le faire. Arnaud, Voilà. il a envie de lancer un débat
Euh, attends, Un débat? un débat Vas-y, Arnaud. inutile. Non, 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 il te taquine Ah avec non, des d'accord. dires. Bon. Non, 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 non. Oui, bon. Ah oui, non, mais ça, y a pas de Il y problème. a, il y a la plongée technique et puis il y a la plongée de beaucoup de gens qui bossent. Et pareil, moi, de ce que j'ai vu, bah, les gens font comme ils ont envie de faire, comme ils ont l'habitude de faire aussi. Et puis après, bah, faut juste savoir comment les autres travaillent, quoi. Ouais, le bon côté, c'est qu'on est sur Euh, des petites équipes. c'est- ouais, ouais, c'est vrai. Alors après, peu importe hein, comment les gens travaillent, ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à travailler aussi avec, pas que en France, et quand tu commences à travailler par exemple avec des anglo-saxons, avec des Belges, avec des équipes allemandes, etc. Eux, ils ont une autre façon de voir la plongée pro. Ils fonctionnent différemment, mais de toute façon, l'objectif restera le même, c'est-à-dire que tu fais un briefing qui est le plus complet possible pour ce genre de choses. Après, on est sous l'eau pour bosser, donc je veux dire, tout ce qui doit être problème de flottabilité, problème de combi, Oui, machin, ça faut que ce soit réglé. oui, On oui. peut pas aller dans l'eau avec une combi où tu sais que, par exemple, elle va prendre l'eau, elle fuit ou je sais pas quoi. Là, avec l'eau froide, c'est pas possible. Si tu Hmm. commences à prendre l'eau et à sentir que l'eau arrive, tu vas finir en hypothermie très, très vite. Et donc tu vas, toi, te mettre en danger, potentiellement mettre en danger le reste, de l'équipe et si jamais il y a un problème, il faut savoir que sur base, heu, tu mobilises du coup toute la base. Ça veut dire qu'on arrête tous les programmes de recherche, on rapatrie tout le personnel pour se concentrer à la résolution du problème. Est-ce que, on va parler de Protecteur et du projet, mais justement, Bien ça sûr. m'intéresse quand même pas mal, la résolution de problèmes. Est-ce que le fait Mmh. d'avoir cette inertie ou cet impact en termes euh, de responsabilité si tu fais une connerie, est-ce que ça pose pas bah, justement d'autres soucis de gens qui vont minimiser des problèmes? Est-ce que les problèmes arrivent ou justement, vu que vous êtes très préparé, ce sont des choses, bah, Les il y en a pas? En fait, les problèmes peuvent arriver, pour rien cacher parce que c'est une réalité, il arrive que donc moi je parle vraiment de l'aspect, scientifique du coup. Heu, Tous les scientifiques ne sont pas plongeurs. La Mhm. plongée pour un scientifique, qu'il soit, ingénieur, technicien ou chargé de recherche, peu importe, c'est un outil parmi tant d'autres qui va lui permettre de faire son travail. Donc, par exemple, un technicien ou, un ingé, il peut très bien être très fort en biostatistique, c'est-à-dire c'est un des outils qu'il a, qu'on lui demande de faire et sa biostat, elle porte, je sais pas, sur une espèce, aquatique et pour ça, il a besoin d'utiliser la plongée pour aller faire, ses prélèvements et il n'a pas forcément à disposition, des plongeurs et cetera. Donc soit il fait appel à une boîte extérieure, ce qui est possible et soit il forme des gens en interne. Soit des gens en interne sont formés, des agents du CNRS, donc là, en l'occurrence, les agents des terres australes. Et comme c'est un outil parmi tant d'autres, c'est pas forcément des gens qui font ça tout le temps, tous les jours, en permanence. Et il est arrivé euh, que certains agents ou que certains scientifiques, je parle pas que de Protecare, je parle de Mhm, l'ensemble. oui, oui, oui. Je veux vraiment accuser personne, mais il est arrivé effectivement qu'on ait des personnes, en gros, où c'est en mode: «Ouh, trop cool, on est sur le terrain, ce qu'on veut faire, c'est aller toucher les animaux, c'est trop cool, aller être avec eux au contact» et effectivement minimiser un peu ce type de risque. Moi, je- Ben, voilà, si tu enfin, s d'un autre côté, tu leur en veux parce que tu te dis: «Mais waouh, enfin, tu pas de conscience professionnelle, c'est assez fou». Et d'un autre côté, tu peux pas complètement leur en vouloir parce que c'est pas leur métier de plonger. Moi, la plongée, en gros, c'est ma passion, c'est mon métier et je considère plus que je suis un plongeur qui fait de la science plutôt qu'un scientifique qui fait de la plongée. C'est vraiment 2 choses différentes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'avais pu voir ça à Plongée Tech Marseille avec Nico, qui formait justement beaucoup de plongeurs du CNRS. Bien Et sûr. bah, le problème, c'est que les plongeurs du CNRS, surtout certains se formaient en recycleur, mais ils allaient cumuler moins de 50 plongées à l'année. Donc ça fait qu'il y a quand même un rapport aux imprévus qui peut être différent, quoi. Bah, c'est Euh, voilà, d'où l'intérêt que, bah, ils arrivent à s'entraîner, ils arrivent à faire,
suffisamment d'heures ou qu'ils aient suffisamment de connaissances sur, que ce soit leur machine ou Mmh. leur matériel ou peu importe. Ou enfin, en gros, moi, j'allais dans un endroit, si tu veux, où je connaissais pas le milieu. Donc je pouvais Mmh. pas me permettre, par exemple, de pas connaître mon matériel. Alors, je Oui, bien connais sûr. un peu l'eau froide parce que, j'habite, sur les bords du lac Léman et je plonge là-bas toute l'année. Donc en gros, ce que j'appelle eau froide, c'est des eaux à moins de 10 degrés, quoi. Là-bas, au Kerguelen, on est sur des eaux, donc en hiver qui sont à moins de enfin à 2, 1, des fois 0. Heu, Là, on a eu un pic, pendant un temps où il a fait très, très bon, où on a eu un pic à 10 degrés, mais la moyenne des eaux dans lesquelles on plongeait, c'est 3, 4 degrés maximum. Ouais, donc là, si tu une fuite et que tu sors de l'eau, tu t'es pris une eau à 0 degré, 1 degré et qu'il y a du vent et tu es toujours mouillé, c'est gros Ouais, problème, quoi, très vite. gros problème. Donc du coup, tu prends des combis de survie, tu prends du rechange sur le bateau, tu prévois et cetera, du thé chaud, enfin plein de choses en fait qui sont liées au froid. Alors je crois que tu vas faire une vidéo avec Nico là-dessus, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais, par contre le côté expédition et isolation, si jamais tu commences à prendre un peu l'eau, bah, c'est pas grave, tu dis: «Bah, tant pis, on arrête, hein, Mmh. on fera plus tard, c'est pas grave». Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai eu une entrée d'eau à un moment donné, parce que, j'avais mal fermé, à la fin mon zip. Une fois, je me suis mis à l'eau, ça s'est rouvert et au bout de enfin, j'ai tout de suite vu l'eau rentrer. Je dis: «Tant pis, on arrête», parce que je savais que j'avais 1 heure et demie de bateau, de retour et que je pouvais pas, si moi je me mettais en danger, ça veut dire que tu mets en danger les autres et du coup ça va pas, quoi. Oui, je comprends tout à fait. En tout cas, c'est mon point de vue personnel Mmh, oui. d'expérience. Bon, assez parlé de danger. Si maintenant on abordait un petit peu, bah, justement Protecteur et bah, la mission que vous étiez, qui t'avait été, confiée et l'objectif de cette équipe. Tout à fait. Donc Protecare, c'est un programme qui existe du coup, depuis 2012 et qui a été, mis en place parce que les aires marines, protégées des terres australes, c'est une des plus grandes qu'on peut avoir en termes de superficie. Heu, En tout cas, c'est la plus grande de France. Donc, c'est Voilà. tu me guides sur le PDF que tu m'as envoyé Ouais, 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 sur la bah, page? c'est très bien en fait ce que tu fais, c'est parfait OK. depuis tout à l'heure, du coup tu descends, c'est nickel. Donc c'est, une superbe réserve. On a étudié en long, en large, en travers et on continue de le faire, la faune terrestre parce que aussi c'est très accessible. Mais comme on a une énorme superficie, maritime et par contre on connaît presque pas, l'écosystème et la faune, la flore qu'il peut y avoir sous l'eau. Donc l'objectif initial de Protecare, c'était de mettre en place un observatoire sous-marin pour faire un peu un état des lieux de santé de l'écosystème. On est dans un contexte de réchauffement climatique, donc dans ce contexte-là, un écosystème comme celui des Kerguelen, c'est un peu, précurseur. C'est-à-dire Mmh. qu'on est dans un milieu qui est normalement isolé, qui est très loin de la civilisation, qui est très loin de tout l'impact qu'on peut avoir, sur l'aspect changement climatique. Donc si on commence à avoir des variations là-bas, ça veut dire on enclenche, on est déjà dans un phénomène qui est très enclenché. Et donc, on en parle un peu de cette biodiversité, tu es sur la slide justement, où on va retrouver, des choses hyper différentes et hyper, spécifiques quand on est, soit dans un milieu froid, soit dans un milieu isolé. Et on va donc, là dans la présentation, c'est des photos de Sébastien, il mettait du gigantisme. Donc ça veut dire que des espèces que nous, par exemple, on trouve en temps normal en Méditerranée, là, il a mis 3 exemples. Il a mis, des étoiles de mer, anémones, des moules et une acidie. D'habitude, par exemple, une acidie que tu trouves en Méditerranée, voilà, ouais, exactement comme tu fais, une dizaine de centimètres grand max. Là, tu peux trouver des acidies, qui sont énormes Ne et détournez qui pas ça. font. Pardon. Non, surtout pas, surtout pas. Ne clippez pas ça, c'est absolument pas. Du Heu, coup, excusez-moi. donc je parlerai pas des moules du coup, qui sont beaucoup plus grosses au Kerguelen que
qu'ailleurs, qu'en Méditerranée en tout cas. Le côté grande taille, en fait, c'est un peu une adaptation due au froid et puis aussi au côté isolé. Parce Donc qu'un c'est beaucoup mieux. organisme plus petit perd sa chaleur plus vite ou c'est pas Ouais, ça, c'est encore ouais, différent? il perd sa chaleur plus vite et c'est en termes de coût énergétique, en fait. Le coût énergétique que ça représente à une petite surface pour la réchauffer, alors c'est peut-être, pas forcément, intuitif, par rapport, par exemple, à ton logement ou quelque chose comme ça, mais là, on parle d'organismes, donc avec des mécanismes qui sont complètement différents. Un D'accord. autre exemple, la vidéo qu'il a prise, enfin la photo pardon, qui est complètement à droite en haut, c'est, une étoile de mer qui a, pas, les 5 bras d'origine, qu'on a beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, c'est une espèce qu'ils ont trouvée, alors ils ont fait un sondage par drone il y a quelques années et donc c'est une espèce qu'ils ont trouvée à 70 mètres de profondeur. Une Il y autre a... adaptation, donc contre le froid, tu vois le poisson qui est au milieu là, on appelle le Mhm, poisson de grande gueule, qui a cette énorme face par rapport au reste du corps. Donc lui, dans son sang, il a ce qu'on appelle des protéines antigel. Donc c'est un peu le même phénomène que quand tu mets du sel dans ton eau qui bout pour faire abaisser le niveau d'élimination. Bah là, c'est le même principe. Pour éviter le gel, bah, du coup, il y a ces protéines à l'intérieur. Donc le poisson, du coup, ne gèle pas, même si l'eau est dans des températures très très basses. Et dernière adaptation dont il a parlé, donc on a un oursin ici, un oursin mhm. irrégulier de la famille Abatus et puis une ophure. Eux, ce qu'ils ont fait pour protéger leur progéniture, c'est qu'ils ont des poches à l'intérieur. Donc en gros, ça c'est pour l'oursin, donc à gauche. Lui, il a des poches où, les jeunes oursins en fait sont incubés à l'intérieur de ces poches. Et comme des poches marsupiales un petit peu. Ce n'en est pas vraiment, mais ça ressemble. Et puis là, on a l'Ophur où elle porte les petits sur elle pour les protéger. Voilà, donc ça, Ok. c'est des comportements qu'on voit spécifiquement là-bas. Et Euh, alors, juste avant ouais, de parler de pardon. ça, Correct demandait si vous aviez découvert des espèces. Je pense que c'est une zone où quasiment à chaque plongée, si vous vous concentrez bien, vous pouvez vous en découvrir. Oui, complètement. Il y a un ouvrage qui est paru en 2019, bah, dans la présentation, on en parle, qui est paru en 2019 sur toutes les espèces qu'on a découvertes depuis 12 ans. La mission de Blanca cette année qui portait sur les bryozoaires. Donc, elle a découvert 30 espèces et dans les 30 espèces, elle suppose que bien évidemment, il y en a des nouvelles qui n'ont Mhm. jamais été répertoriées ni en Antarctique ni ailleurs, quoi. C'est du Kelt qu'on voit là? Ou c'est un Kelt particulier? C'est quoi Oui, comme type oui, ça fait partie des KEF. Ça s'appelle des macrocystis. Ok. C'est donc des algues qui peuvent faire même 40 mètres de long. Et donc ça, c'est cette ambiance un peu particulière qu'on va retrouver dans les photos à la fin. Ça, on pourra y passer un temps dessus, on pourrait vous en donner. On a une vingtaine de photos, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, quoi. Alors ça, c'était simplement pour dire donc, je parlais de réchauffement climatique tout à l'heure, c'est des modèles mathématiques qui ont été prévus, donc avec une augmentation du coup des températures, donc ça de toute façon, vous connaissez, vous le savez, mais c'est pour mettre un peu de cadre, à ce côté changement climatique et par rapport à un milieu isolé comme les Kerguelen. Mhm. Ouais, Et parce qui que du coup lui va être super fragile, quoi. voilà, les lieux comme les Kerguelen, est-ce que c'est considéré comme un... euh, je vais essayer de m'expliquer correctement. Il y a des Mmh. zones sur Terre qui vont ressentir avec plus d'intensité des variations de température. Euh, c'est des points un petit peu d'observation. J'avais pu en voir en Oui, Indonésie. c'est On pouvait... c'est un point d'observation, ouais, tout à fait. D'accord. C'est-à-dire que si tu commences à trouver des variations ici, bah, c'est qu'ailleurs, il y a déjà des variations énormes, quoi. Mhm. Il faut se rendre compte que quand on parle d'une augmentation de 0,5 degré, 1 degré, 2 degrés, en fait, c'est une moyenne Mmh. calculée sur la Terre entière, mais ça veut dire qu'il y a des endroits où ça bouge pas, des endroits où ça refroidit, mais des endroits où Ouais, Moi, j'ai bossé dans un endroit qui s'était pris un plus 10 degrés et toute la faune était morte ouais, quand même. ouais, tout à C'est fait, des- tout à fait. Bah, c'est un peu la problématique. Donc s'il y a un réchauffement climatique, tu vois, on va pouvoir notamment le détecter parce que sur Kerguelen, il y a des glaciers. Il y a notamment le gros au milieu, là, le plus gros cercle, c'est le glacier de Cook.
Et donc nous, on a des capteurs à cet endroit-là, dans les fjords qui sont juste apposés au glacier et qui sont, des capteurs qui vont mesurer la salinité. Hmm. Puisque ces glaciers qui sont faits d'eau douce vont fondre, vont se mélanger à l'eau de mer et donc vont faire abaisser le taux de sel dans l'eau et donc ça, ce sera une indication du coup que le glacier a fondu et donc que c'est probablement dû à l'augmentation de la température. Là, excuse-moi, mais par curiosité sur cette carte, donc ça c'est Oui. l'île principale. Il est où Alors le camp de base? alors le Et camp de base, il est complètement, c'est vrai que je fais un truc qui est complètement con, je te montre avec ma souris alors qu'en fait vous voyez non, pas. dis-moi est, ouest, nord, C'est sud. complètement, c'est voilà, c'est complètement sur la droite, donc c'est complètement à l'est. À l'est, ok. Ici, là, dans les petites terres Voilà, vertes. voilà et un peu plus au sud. Ok, donc dans la baie ici, dans la Voilà, zone là, protégée. voilà. La baie ici qui s'appelle la baie du Morbihan. Ils sont pas bretons pour rien, les Bretons, hein. Ils sont pas bretons pour rien. Bon après c'est marrant, il y a dans les appellations, ça un jour, vous pourrez regarder sur une carte, il y a plein d'appellations marrantes. Il y a notamment un mont Blanc, dans le sud qui fait 807 mètres. Ah ouais, c'était l'époque glorieuse où tu pouvais arriver quelque part et dire ah bah, bienvenue dans le royaume de France. Euh, Ouais, ouais, c'est ça. et toi, tu plongeais dans quel coin? Enfin, vous aviez des sites de recherche spécifiques? Alors si tu veux, si tu descends, dans la présentation après, dans ce qu'on a appelé la partie Ah, technique, donc, d'accord. normalement ça Bah, c'est une bon, présentation qu'on faisait conjointement avec tous les membres de l'équipe et moi j'en avais eu une où je parlais justement du matos parce que je suis aussi geek que toi sur l'aspect matos. Tiens là c'est pas bah, c'était pour montrer un peu voilà, l'équipement voilà. qu'on avait par exemple et voilà, Ça, on l'a là vous déjà avez tous abordé. les sites. Alors c'était tous les sites équipés. Sur le Protecare 12, on les a pas tous faits bien sûr, on en a fait, de mémoire, on en a fait 5 ou 6. Mais on en a fait au nord effectivement, celui du nord, qui s'appelle Port-Couvreux. On en a fait donc, celui qui est à côté du glacier de Coupe, c'est le fjord des Portes Noires. On a fait, l'île Haute et on a fait l'île de Soum, qui a la particularité d'être, dans une zone, vraiment protégée et qui est, entièrement en orgue basaltique, c'est super joli Ah, ça et doit être qui beau. abrite une colonie de Gorfous sauteurs, donc qui sont ces manchots avec les sourcils jaunes et les yeux rouges. On va en voir des photos de ça ou pas? Non? Photo de Gorfou, oui, oui, il y en a. Alors ça, Et c'était pour vous montrer à côté les capteurs qu'on met. juste une question, ça représente quoi comme durée de navigation, par exemple, pour aller au fjord des Portes Noires, comme ça, là? Heu, 7 heures de navigation. Waouh! En fait, Ah, c'est marrant parce que comme il y a pas de pollution, donc on voit hyper loin. Tout nous paraît près, alors qu'en fait, tout est très loin. Et alors nous, on y va en bateau, donc ça va encore, mais les biologistes, allô? Ah, on a une coupure. On a une coupure. dommage. Non, tu es là, tu C'est nous bon, c'est bon, entends? c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour, bonjour. C'est bon, moi je vous entends depuis le début. Tout va bien. Ton téléphone, il charge toujours pour la 4G? Mon On est téléphone bi- charge oh, toujours et il enfin, est il a de la toujours en batterie? connexion. Ok, parfait. Ouais, non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce Euh, qu'est-ce que tu voudrais développer là, plus sur le protecteur ou sur les Voilà. espèces? Euh, voilà, là en fait, l'aspect, ce que j'appelais technique de Protecare, c'était pour montrer aux gens un peu Mhm. tout le panel d'interventions qu'on est capable de faire en plongée scientifique et puis ce qui change un peu par rapport à la plongée loisir. Donc là, notamment, donc on utilise les parachutes de levage pour poser en fait au sol un ancrage qui nous permet, là sur la photo que tu me montres, de mettre 2 dispositifs qui sont 2 capteurs. Il y a un capteur de photosynthèse et il y a un capteur, température et puis salinité et eux, ils sont reliés par un câble derrière, directement à une station qui envoie les données en direct, heu, à ce qu'on appelle le VCR, donc qui est celui qui va centraliser un peu toutes les informations sur la base et qui va nous les renvoyer en métropole. Donc on va pas être obligé d'aller plonger pour, récupérer les données, contrairement aux autres petites sondes, sur les autres sites. Donc celle-là, on n'est pas obligé de la relever tout le temps. Et donc après, on obtient des résultats donc, par informatique et puis après on va interpréter ces résultats. Ça, c'est un pH mètre. Donc ça, c'est pour l'acidification, des océans du coup, donc la modification du pH qui peut mettre en danger
tout ce qui va être oursin, tous ces animaux qui ont besoin en fait du calcaire qui est présent dans l'eau, qui lui va se dissoudre avec, l'acidification pour créer leur squelette. OK. Donc, du coup, eux, ils sont probablement en danger. Ça, c'est, pour montrer donc on met en place aussi un certain nombre de structures qu'on appelle des récifs artificiels ou alors des placettes et donc ça nous permet de voir un petit peu l'apparition des espèces, fixées. Mmh. Donc, tout ce qui va être éponge, anémone et cetera, et qui eux, du coup, vont pas pouvoir se déplacer si jamais il y a une modification trop brutale d'un paramètre physique. Donc la température, la salinité et cetera. Si ça change trop brutalement, nous, on va voir que dans nos placettes, va y avoir, une modification. Donc ça, c'est un programme qui a été mis en place dès le départ et qui a terminé, l'année précédente et donc ils ont enlevé toutes les placettes et donc là, c'est en cours d'analyse. Et nous, cette année, on a en haut à gauche, on a placé ça, donc les espèces de petites pyramides là, où, voilà, complètement à gauche pour moi, hem, toutes les pyramides où là, on va étudier à la fois les espèces donc qui sont, fixées et celles aussi qui se déplacent. Puisque du coup, on leur crée un petit abri et on va pouvoir les compter à l'intérieur. OK. Ouais, Donc parce voilà. qu'après, Bon, pour les ça espèces c'est pour la fixées, c'est très partie di ça non, très bien. C'était un petit peu, pas discriminatoire, mais ça apporte un premier élément de réponse, mais du coup, ça omet toute une partie de la faune qui, elle, se déplace. Là, sur celle-là, donc on a un exemple complètement à droite de cadra, donc cadra photo, du coup, et sur la gauche, donc de ce qu'on appelle le transept, qui est donc le long d'une ligne, où on va prendre le point de GPS d'entrée et le point de GPS de sortie. Je vais donc faire ce qu'on appelle un transect vidéo, donc je vais être complètement perpendiculaire, heu, mettre la caméra de manière complètement perpendiculaire par rapport au sol, d'être bien à plat et ça impose que je suive en fait complètement, si l'environnement descend, je dois descendre, s'il y a une roche, je remonte et cetera, mais je dois toujours palmer à la même vitesse, donc c'est très lent, hein, c'est des transects qui doivent faire, une vingtaine de mètres, 20-25 mètres et je le fais en 6 minutes. Donc je suis très, Mmh. très lent, dans mon palmage. Je dois tout le temps là avoir le même et donc sur la planchette, on a fixé des lasers. Donc c'est 3 lasers en fait, qui forment un triangle équilatéral. On sait que tous les lasers sont espacés de 5 centimètres. Ce qui fait qu'après quand on les replace dans un logiciel, qui traite la vidéo, on sait en fait la distance, qui peut y avoir par exemple entre 2 espèces, où on peut reconnaître la taille de l'espèce. Ouais, Donc on utilise, ça a été un gros travail. ça aussi, pour mesurer les tailles de requins avec 2 lasers. Heu, Bien Quand sûr. tu arrives à avoir le requin perpendiculaire avec les 2 lasers en fonction, de sur la photo. Et Mmh. je me permets juste donc, pour ce qui est le quadra photo, l'idée c'est de prendre, dis-moi si je me trompe, mais si je me souviens bien, Vas-y. l'idée c'est de prendre de façon aléatoire des photos avec exactement la même distance, le même cadre et de la même taille, et donc tu fais ça de façon aléatoire et ça te permet de faire après sur logiciel une forme de représentation statistique, d'une zone, peut-être, je sais pas moi, je dis au pif, mais de 50 mètres carrés, et puis tu dis, bah, dans cette Mmh. zone-là, on estime qu'il y a tant de pourcentage de telle espèce, tant de pourcentage de ça, parce qu'on a pris des photos au hasard, quoi. Oui. Alors, il y a oui, tu as tout à fait raison. Il y a un aspect qui est dû au hasard, mais tu peux aussi très bien, le faire le long de ton transect et par Ah exemple, oui, ton transect, il fait 100 mètres et tous les 10 mètres, tu vas t'arrêter, faire un quadrat et tu vas le répéter plein de fois ah, que, on t'a... c'est pas dû au hasard. D'accord. Donc là, voilà, c'est simplement pour vous dire donc les résultats de l'étude, on en a eu, hein, en 2019, donc c'est, la publication de l'ouvrage, qui recense un peu les espèces qu'on a trouvées depuis 12 ans. Donc tu as cet ouvrage-là, tu as des publications qui sont parues, Ok. heu, un modèle mathématique qui a été créé sur justement les fameux oursins, pour avoir un peu leur répartition et on a essayé de modéliser l'évolution de la population sur les quelques années. Donc on voit qu'avec, l'acidification, et les changements globaux en fait qu'on attend par rapport au modèle prédictif, on va avoir de moins en moins d'oursins.
Est-ce que, alors, juste pour te répondre, Seb, non, c'est pas du tout de la photogrammétrie. Chaque photo, en fait, a pour but de faire une sorte de recensement des espèces qu'il y a sur cette photo. Et ensuite, avec toutes les photos qu'on a, par exemple, tu peux faire 100 ou 1000 photos à 5 mètres de fond. Et donc, tu verras que dans une zone dans 5 mètres de fond, il y a X pourcentage de X bestioles. Et donc, ça permet, enfin, bestioles, espèces. Et donc, ça Ouais. permet de faire une projection mathématique de cette espèce-là à ce moment-là. Moi, j'ai une question un petit peu candide, mais est-ce qu'on n'a pas des biais quand on fait des modélisations d'évolution ou des recherches à vouloir voir est-ce qu'il y a forcément une corrélation avec le réchauffement, par exemple, ou est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres facteurs qui nous amèneraient sur d'autres sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé? C'est à chaque fois en fait que je vois les études comme ça, je me pose la question. Alors, c'est une très bonne question. Alors, je suis pas un expert de la modélisation mathématique, bien que j'en fasse un petit peu, que j'en ai fait un petit peu. Mais en gros, quand on essaie de modéliser un modèle, ce qu'on essaie de faire, c'est de partir d'un certain nombre de constats pour que le modèle soit, le plus en gros, on part d'un modèle qui est très simple, où on va, admettre un certain nombre de choses. Donc, notamment, on va admettre que tel ou tel facteur est constant et que du coup, on veut s'assurer que c'est pas lui qui va faire varier, la population, ou qui va faire varier ce qu'on veut. De manière générale, quand on fait des études comme ça, là, notamment sur les si je prends l'exemple des oursins, ça a été fait il y a quelques années par une équipe de recherche, belge et eux, on leur avait mis en place des aquariums. Parce que ce soit Seb ou moi, on a aussi cette composante, on est aussi, aquariologiste et donc on est capable de faire ça pour, les chercheurs qui en ont besoin. Donc on avait fait varier uniquement le paramètre du pH à ce moment-là. Et Mhm. donc on pouvait être à peu près sûr que c'était que ça qui faisait varier donc que le taux de pH était directement, avait une incidence sur le squelette de l'ours, la construction du squelette de l'oursin. Donc c'est comme ça qu'on fait. En fait, on va, prendre, dans le milieu et on va essayer un petit peu d'enfoncer des portes ouvertes en disant: «Bon, bah, on va tester que ce facteur-là et tous les autres, on va les mettre constants». Comme ça, si ça bouge pas, malgré qu'on ait fait ça, bah, c'est que c'est pas celui-là, on passe à un autre. Voilà et ainsi de suite. Pour être sûr de déterminer le bon paramètre au bout d'un moment. Je Après, bien comprends. sûr, il y a plein de choses qu'on on peut pas forcément tout prévoir, tout prédire non plus. On travaille avec du vivant. On sait pas des études, comme, on pourrait faire, par exemple, en physique, en mathématiques, où c'est indéniable. Voilà. Alors là, ce que tu es en train de montrer, en fait, alors c'est le petit Ouais, encart qu'on faisait, je me de permets d'avancer, mais Blanca. juste, on fait une petite pause. Peut-être, parce que moi je te pose une Mmh, question, mais peut-être que vous avez des questions dans le chat, parce que là on a beaucoup parlé. ouais, ouais. Je connais pas l'intégralité des 103 pages. Il nous reste encore une trentaine de minutes. Est-ce qu'il y aurait des éléments que tu voudrais aborder encore sur les Kerguelen? Parce que là, on a parlé un petit Ouais, peu de tu peux matériel. ce que tu peux faire, c'est qu'en fait, là, il y a juste l'encart de Blanca, là. Sur les Ouais. bryozoaires, mais en gros, c'est parce que du coup, des fois, on a affaire à des gens qui connaissent pas. Là, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas les bryozoaires, mais si vous voulez, on peut passer et on peut se concentrer. Juste après, il y a les photos d'ambiance où du coup, c'est assez intéressant aussi de vous montrer. Voilà, donc Ah quelques ouais. images de nos cités qui étaient. Voilà, donc là, c'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Là, Mais c'est un site qui s'appelle. juste, on fait un petit. Excuse-moi, mais je m'assurer que tout le monde Je vais puisse faire la pause de poser des questions, questions. oui, pardon. Ouais, on fait une petite pause de 1 ou 2 minutes de questions si vous en avez, les amis. Comme ça, après, on retourne un petit peu dans une partie où on discute. Enfin, après, s'il n'y a pas de questions, on va discuter. J'ai vu aussi que tu m'avais envoyé des fichiers. Moi, je t'envoie. Ouais, je t'ai S'il y envoyé a pas des mal vidéos en de particulier que tu veux que je montre aussi, on peut. Mais bah, est-ce que vous avez bah, des questions ou non? Non, il n'y a pas de questions. ouais, tu peux me montrer si tu veux la partie. Alors, c'était pour illustrer un peu le transect. Quand tu vas Mhm. dans AMS 1 ou AMS 2, on voit les lasers et on voit ce que je fais, donc le suivi avec les lasers. Alors, c'est marrant, vous verrez, les poissons, ils essayent d'attaquer le laser. Moi, ça me fait penser à Predator. Ouais, ouais, ouais.
Alors là, on n'est plus dans les eaux des Kerguelen, on est dans l'océan Indien, donc on est sur l'archipel d'Amsterdam qui est beaucoup plus au nord. Donc là, l'eau est un peu plus tempérée. Déjà, on est à 16 degrés. Et donc, vous voyez que là, il y a beaucoup de poissons pélagiques, hein. Au Kerguelen, c'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup de poissons pélagiques. C'est surtout des petits gobies. Alors là, je mets la main devant pour signifier en fait à la personne qui va analyser la vidéo que c'est le transect numéro 3 que je suis en train de faire, parce que je faisais toujours 3 transects. Donc là, on voit donc ma vitesse d'évolution, et puis les points laser qui sont sur le sable là, puis qui vont apparaître sur les rochers, etc. Et donc les points laser, le but du jeu, c'est qu'ils soient toujours à la même distance. Donc il faut toujours que moi je sois à peu près à 50 cm du sol, peu importe ce qu'il y a devant, peu importe le sol. Donc je dois vraiment maîtriser, essayer de maîtriser au mieux ma flottabilité, être le plus à plat possible pour que les images soient exploitables pour la personne qui va lire les vidéos derrière. Tu Puis t'es là, mis voilà, on voit les un poissons petit qui niveau à attaquent bulle le ou ouais? laser. Ah, c'est rigolo. Il y a pas de niveau à bulle, mais par contre, on voit tout de suite les lasers, en fait, si jamais ils sont plus alignés ou on voit plus les 3 lasers, là, c'est que je suis plus bon. Là, on voit sur le 1, je suis en retour de transect, donc je suis plus perpendiculaire au sol, et on voit que les lasers, ils sont plus du tout alignés. Ouais, je vois. Ok. Là, sur le début du 2, c'est bien aligné. On voit les trois en ligne. Ouais, ouais, ouais. Alors là, dans celle-là, c'était juste pour montrer ça. Et puis bien évidemment, donc à Amsterdam, il y a une grosse population d'otaries à fourrure. Donc autour de nous, on avait toujours les otaries qui venaient voir un peu ce qu'on faisait. Oh, putain, ça c'est formidable. Et du coup, oui, forcément, tu es omniprésent avec la faune. Elle est sur la base, elle est sur l'île, elle est tout le temps là. Comme elle a pas beaucoup d'interaction avec les humains et que nous, on les chasse pas, même si jusque dans les premières expéditions, donc je parle avant les années 50, principalement on y allait pour chasser et donc récupérer l'huile, ou alors pour les baleiniers. Donc c'était une autre, voilà, autre époque, autre dimension. Là, là maintenant on y va vraiment avec un esprit dans l'ordre, hein, de souveraineté, de conservation et après scientifique. On Et revient donc pas avec un du coup, manteau. voilà, on évite de revenir avec un manteau, effectivement. Donc Euh, du coup, c'est pour ça qu'ils sont aussi proches de nous. Ils n'ont pas du tout peur de nous. Nous, on n'est pas là pour les putain, agresser non plus. c'est Donc ils sont très merveilleux. curieux. En termes de densité de population, bah, par rapport à Amsterdam ou dans ces zones-là, on est sur des grosses populations d'animaux, ou vu qu'on est quand même dans un contexte un petit peu extrême, il y a une régulation naturelle qui se fait. Alors, le côté terrestre, là pour le coup, j'ai pas toutes Non, les non, sous l'eau, réponses sous l'eau, parce sous que l'eau. sous l'eau, pardon. Oui, parce que je vais dire, parce que comme il y avait les vidéos terrestres, là c'est un peu moins mon domaine. Non, sous l'eau. Alors sous l'eau, ça n'a rien à voir. On voit pas du tout les mêmes choses parce que justement le côté isolation, tu l'as aussi sur Amsterdam. Parce que même si on est un peu plus au nord, on est quand même à plus de 3000 km de Madagascar. Donc on est quand même sur un endroit qui est très isolé. Malgré tout, c'est gavé en densité, déjà parce que les eaux sont plus chaudes, elles sont complètement différentes, il y a une densité en zoo et en phytoplancton qui est différente. Donc le l'écosystème se construit complètement différemment. À Kerguelen, on va plus avoir d'espèces fixées. On va avoir énormément de densité de population, donc en algues. Là, ce qu'on voit par exemple, c'est C'est dû c'est au les fait crampons. qu'il y a moins de pollution. Si je prends par exemple, tu vois, les eaux que je vais avoir en Bretagne, Mm. c'est la pollution qui va jouer sur les espèces fixées? Ou là je suis en pleine Bah, conjecture? ça dépend de la résistance de l'espèce fixée à la pollution. Mais Mhm. oui, ça joue énormément, bien sûr. La pollution, que ce soit par les métaux lourds, par les hydrocarbures, ou de manière générale, l'anthropisation du milieu, elle va jouer, bien évidemment, elle va avoir un gros impact, elle va appauvrir quelque part l'écosystème, elle va le fragiliser, non, tout du moins. Alors là, ce que tu regardes, là, c'est le site de Port Pétrolier. Donc c'est à côté de Port-au-Français, c'est à côté de la base. C'est à quelques centaines de mètres de la base. Et c'est là que le Marion Dufresne, donc le navire océanographique, dépose le carburant
sur l'île pour nous alimenter les groupes électrogènes, nous alimenter en carburant, et cetera, et cetera. Voilà, là, ce qu'on peut voir, du coup, c'est des prises photos et l'inventaire, que je peux faire là, je suis en palanquée avec Niels. Donc Yes. là, en l'occurrence, moi, je suis en train de travailler, par exemple, je suis en train de prendre ma photo. Niels, lui, il me regarde, tu vois? Il fait rien d'autre que surveiller ce que je fais et après, lui, quand il va prélever ses trucs, moi, je vais le regarder. Voilà, Euh, toujours, on est toujours Johan, Johan a posé une question. Pourquoi avoir choisi le circuit ouvert? C'est parce que c'était plus. Enfin, moi, j'y vois plein de raisons, mais peut-être que toi, pourquoi le circuit ouvert et pas le recycleur? alors, on pourrait y aller en recycleur. C'est, un problème de coût. C'est parce que le programme Protecare, il coûte, bah, du coup à l'IPEV, il coûte au TAF et donc c'est vraiment un problème de coût. Il faudrait pouvoir former eux, de leur côté, former des agents ou alors recruter des plongeurs en recycleur. Faudrait pouvoir leur fournir, de l'oxygène, déjà sur place. Faudrait pouvoir leur fournir tout ce qu'il faut. Hem en gros, si c'est une mission qui, n'appartient qu'à eux, pour le moment, en gros, c'est pas dans les plans. Nous, on a émis parce que du coup, on émet chaque année, un rapport et donc avec un certain nombre de d'indications, de conseils pour les missions suivantes. On a déjà, demandé, peut-être à pouvoir utiliser du nitrox sur le circuit ouvert. Sur le côté recycleur, pour le moment, en tout cas pour eux, il y a pas c'est pas sujet. Mais par contre, ça n'empêche pas, un autre organisme ou ça n'empêche pas, qu'un jour, on puisse faire, Protecare en recycleur. Je serais le premier très content de pouvoir le faire. Niels qui était avec moi aussi, lui il est formé, sur machine également. Heu, donc on serait très, très content de pouvoir le faire. C'est très sécurisant finalement de pouvoir le faire en recycleur. Mais après ça impose plein de voilà, une logistique, ça impose, un coût Ouais, et parce que sur 2 mois, il faut quand même pas mal de choses. l'ordre des priorités fait que, bah, en fait, on n'est pas le seul programme à être financé. Mm. Donc, bah, il faut pouvoir dispatcher l'enveloppe parmi tous les programmes qui existent et on fait enfin, on est, la plongée, c'est très cher à mettre en place. Très cher en matériel, très cher en formation, très cher en personnel. C'est plus cher de travailler dans l'eau que de travailler sur terre. Bien Parce sûr. que c'est un milieu qui est pas le nôtre, donc, du coup, on utilise des artifices pour y aller et ces artifices, bah, voilà, ils ont un coût. Donc pour le moment, c'est plus une question de coût que de volonté, hein, parce que, moi, sinon il y a pas de problème. Ok. Continuons sur les petites Donc bêtes. là, un Tu gros plan, m'arrêtes, voilà, hein. sur les petits mollusques qu'on peut trouver là-bas, donc là, un type, chapeau chinois, les doris, une nudibranche. Ça, c'est un zoom, c'est une photo de Niels ça, qui a été fait sur le panache d'une holoturie. Donc là-bas, les holoturies, en fait, elles mangent grâce à leur panache. Elles sont pas en train de brouter le sable. Elles se fixent en fait sur le crampon, de l'algue. Le crampon, c'est l'équivalent de la racine chez les plantes supérieures. Parce que du coup, chez les algues, donc on parle de thalles pour la feuille et on parle de crampon pour, les racines. Ok. Il y a quelques questions dans le Donc chat, là, si je voilà. peux jeter il y a Ouais. Mathis qui nous demande combien de plongeurs on était là-bas, combien d'académies et combien de prestataires externes. J'étais alors pour la plongée, j'étais le seul prestataire externe et après, donc il y a 2 entités, donc l'Institut polaire, heu, où dans laquelle je faisais partie, l'ETAF, donc le parc, la direction de l'environnement avec le parc d'ETAF. Et après il y avait une collaboratrice extérieure qui était Blanca, qui elle venait de l'université de Barcelone, mais qui était sous l'égide de l'IPEV comme moi. Ok. Il y a d'autres points où là on est que sur des photos. Non, 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 c'est plus que des photos là. Du Ok. coup, Ok. tu peux faire des et puis je vous dis, alors Non, c'est cool. le côté, voilà, intéressant, c'est voilà, ce jeu de couleurs, hein, quoi, que tu peux avoir avec des jeux de lumière, qui sont super beaux.
Alors tout ça, c'est les macrocystis, donc c'est les fameuses algues et elles sont tellement grandes que quand l'eau, quand il y a par exemple que 5 mètres ou 10 mètres de profondeur, du coup, elles recouvrent la surface de l'eau et ça fait, on est un petit peu comme étant sous plafond, en fait. Hmm. Et puis bien sûr, bah, des rencontres, rigolotes donc les éléphants de mer, ça vous avez vu tout à l'heure, ça c'est Ah un ouais, c'est là ce gros. qu'on a là ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'était que les jeunes. Parce que souvent c'est les jeunes sont très curieux, donc ils viennent plus facilement nous voir et on a les adultes, donc les mâles, eux, ils peuvent faire plusieurs tonnes, hein. Ils font Ah, 4 des mètres de gros long. bébés. Ouais. Là, de nuit, on a fait, cette année, c'était la première fois, on a fait une plongée de nuit, donc sur la base pour comparer ce qu'on voyait de jour et ce qu'on voyait la nuit, donc ça avait jamais été fait, ça pour le coup, donc c'est une exclusivité et les photos aussi le sont et du coup, donc on voit bien les lasers avec le Hmm. dispositif et ça, c'est tous les poissons, donc c'est des gobies, des blennies, c'est tous les poissons qui sortent et alors, la difficulté de pouvoir faire des photos ou filmer sous l'eau, c'est que tout ce que vous voyez là, les petits grains, en fait, tout ça, ce sont des isopodes, des amphipodes, donc ce sont des petits crustacés qui sortent, du coup la nuit pour manger, donc ça fait partie du zooplancton et donc dès qu'il y a les lumières, ils sont attirés par les lumières et donc ça devient tout de suite, compliqué C'est pour les infernal. choper. Ah ouais, Ah, ça va être très compliqué là. Par contre, on a ah, un c'est gros plan. super. Voilà, bon là, Super. photo de fin Tiens, et qu'est-ce que puis, c'est beau. alors voilà, ça c'est les fjords des Portes Noires. Derrière, vous avez le glacier de Cook. Là, vous avez donc la cascade, hein, qui est issue de la fonte du glacier et puis, bah, au milieu, la Curieuse, donc le petit bateau, donc qui nous servait de bateau support puisque là, du coup, on était en Zodiac et nous, on plongeait dans le fjord et donc on a eu la Hmm. chance, voilà, des dauphins de Commerson. Donc, alors ils sont pas endémiques des Kerguelen, eux, ils sont plutôt dans l'hémisphère sud, mais on les trouve aussi en Géorgie. Je me permets juste de Mais dire voilà. une bonne soirée à tous ceux qui nous quittent là. Bonne Oui, soirée, bonne c'est soirée à tous. Mix. Merci beaucoup. Je vais essayer soit de faire le replay dans la foulée, soit je m'en occupe demain. Donc je vous aurai un replay demain. Parfait. Là, donc sur Amsterdam, là c'est une photo d'Amsterdam, c'est une photo de Sébastien. Et là, tu vois Hmm. que les poissons, en fait, ils nous frôlent et ils sont limite en train de nous picorer parce que bah, c'est pareil, ils voient pas souvent de plongeurs. Donc ça les intrigue, donc plutôt que de fuir, en fait, ils sont tous sur nous. Alors on n'a Ouais. absolument pas à manger, on n'a rien qui les attire, hein, c'est juste que on représente une curiosité. Et puis du coup, la particularité d'Amsterdam, donc c'est les langoustes. Donc D'accord. énormément de langoustes là-bas à Amsterdam et donc il y a, des programmes en fait avec des pêcheurs, français ou même, internationaux qui viennent spécialement pêcher la langouste d'Amsterdam. Ok. Oh, mais il y a tellement de choses à dire. Bon, Ah, un juvénile là de manchot papou, donc ça fait partie de la plus petite espèce de manchot, et donc là donc on voit le juvénile là qui a quelques semaines, quelques mois et puis donc bah, à la fin, voilà, demander aux gens s'ils avaient des questions. bah, Et puis donc, ça formidable. c'est une vraie photo, hein, avec ça c'est un cormoran des Kerguelen. Donc, Ah, il y a une tous les espèce petits trucs. endémique? Il y a une espèce endémique qui a la particularité d'avoir les yeux bleus. Et donc, ça va être pareil, ils étaient souvent vers nous parce qu'on soulevait du coup, forcément de temps en temps tu soulèves un peu, des choses quand tu commences à farfouiller au fond de l'eau. Et donc, les petits crustacés qu'on voyait tout à l'heure, de nuit, bah, ils se nourrissent de ça en fait, les cormorans. Ok. Bon, bah, on va. Ah, Voilà. nous revoilà. Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais encore développer? Et peut-être on peut faire un dernier tour de questions avec le chat. Bah, non, bah, merci à toi de m'avoir invité pour qu'on parle de ça, des Kerguelen, parce qu'effectivement, c'est un coin, de notre territoire qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est un écosystème qui est pas énormément plébiscité. Bah, il y a le côté isolation, hein, bien sûr, hein, mais souvent les gens pensent que c'est au nord même. Donc voilà, ça fait partie, Mais ça fait partie des ouais, il y petits a plein de bijoux gens qui aiment bien français aussi, il parce y a que plein de gens qui c'est. aiment bien la plongée en eau chaude. Pour l'instant, moi, j'aime bien la plongée en eau froide. Bah, alors, moi je te C'est suivrai autre avec chose. grand plaisir au Kerguelen si un jour il y a une place qui se libère avec une mission. Ah, Mais, ce sera avec plaisir. mais moi j'aime bien l'eau chaude quand même. Donc Oui, je comprends, je comprends. je me mettrai des petites résistances un peu partout. Ah, ça c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est un plus, quoi. Tu es hyper à l'aise, surtout, bah, je l'utilisais pas forcément pendant la plongée, mais
le retour bateau, par exemple, quand ton corps commence, tu sais, à se refroidir, Mhm. tu as le stress qui redescend parce que ça y est, la plongée est passée, tu as plus ou moins fait ce que tu avais à faire, et cetera. Donc là, tu vois, tu le stress qui redescend. Donc dans ce cas-là, le corps a tendance à se relâcher un peu et du coup, le froid devient un peu plus mordant. Donc là, de mettre un petit coup, c'est ouais, plus plaisant, quoi. Ah, en tout cas, bah, tu me donnes envie, hein. Tu me donnes énormément envie parce que ça fait partie des. Il y a encore des sites sur Terre qui sont presque immaculés, donc il y a quelque chose C'est vrai, de c'est vrai, c'est fantastique, vrai. et les Kerguelen en font partie et c'est sublime. Ça remet tu sais, ce sentiment de découverte et Mmh. d'exploration qu'on a tous eu Ouais, au cœur, quoi. c'est vrai que c'est un truc de fou parce que à la base, tu te mets à la plongée. Bon, ok, tu as le côté bien-être, tu as le côté d'être en apesanteur, mais enfin, je pense qu'on est beaucoup tu vois, avoir découvert la plongée avec Cousteau. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ma mère qui m'y a mis, qui me faisait regarder les vidéos, après, j'ai lu les ouvrages, etc. Et donc, tu vois, tu as toujours cette envie-là, de l'exploration, en fait, de découvrir, mais même, tu vois, pour moi, même un endroit que je connais pas, que j'ai jamais fait encore, ça m'intéresse. Mais un endroit, même en eau douce, un plan d'eau douce que j'ai jamais fait, d'aller le découvrir, de regarder, par exemple, ce qu'il peut y avoir comme vie, ou ce qu'il peut y avoir comme épave. C'est ça que j'adore moi dans la Mhm. plongée. Et puis, bah, bien évidemment le côté aussi où tu partages ça avec plein de gens et puis tu as plein d'autres gens qui partagent aussi, leur retour. Tu vois, ça peut très enfin, peu importe, le niveau de la personne, tu vois? Elle va toujours avoir un point de vue, que tu vas trouver intéressant, un truc auquel tu pas pensé et tu vois, cet aspect échange qui est toujours, hyper intéressant, quoi. C'est Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui voudraient s'orienter vers du classe B pour finir cette vidéo? Est-ce que c'est quelque chose, il y a des débouchés? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est réaliste parce que, hem, si si c'est que ce qui te passionne, si c'est ce qui t'anime, tu vas en forcément en faire quelque chose au bout d'un moment. Par contre, ça va pas te tomber tout cru dans le bec. Hem, Si je parle, par exemple, quand on parlait, aux, aux étudiants parce que du coup, donc Sébastien a ouvert un diplôme universitaire de plongée scientifique donc à Dijon. Puisque du coup, il y a une partie qui peut se faire en fosse. Après, l'autre partie, on a quand même, pas mal de plans d'eau, on a quand même pas mal de zones humides, en Bourgogne qui nous permettent, moi notamment au Futio, qui est, une carrière inondée et du coup, ça permet un peu de faire découvrir ça aux étudiants en même temps que leurs études. Par contre, voilà, Sébastien les met toujours en garde et leur dit bien, c'est pas parce que, là, vous avez fait la formation, que vous avez eu votre diplôme et cetera, qu'après les formations, elles vont enfin les propositions de poste, par exemple, elles vont vous tomber trop cru dans le bec et qu'elles vont se situer à côté de chez vous. Non, il faut sortir, il faut, bah, se donner les moyens, voyager et cetera. Alors c'est vraiment pas facile, c'est, faut pas voir ça comme une promenade de santé, mais par contre si c'est ce que vous aimez faire et que vous voulez vous y accrocher, bah et peut-être que vous allez passer, des années, qui vont être dures, des moments qui vont vous allez devoir faire des sacrifices, vous allez devoir faire certaines choses. C'est un choix de vie quoi, finalement. C'est un choix de vie, qui se fait, qui est louable comme n'importe quel autre choix de vie et si c'est ce que vous aimez, bah, peut-être qu'un jour, il y a, votre papa de la plongée qui vous appellera et qui vous dira, «Est-ce que tu veux pas, venir avec moi au Kerguelen?» et voilà et c'est comme ça que ça va se faire, quoi. Moi, c'est voilà, c'est il y a du souvent les gens me disent, «Tu as de la chance», c'est vrai, mais je me suis provoqué cette chance, quoi. J'ai essayé vraiment au maximum, de mes capacités de me donner les moyens de faire ce que j'ai envie de faire, au moment où j'ai envie de le faire. C'est c'est peut-être ça fait peut-être un peu bateau, comme phrase, tu vois? Mais pour le coup, c'est hyper réaliste, quoi. C'est sûr que ça en tout cas, ça tombera pas du ciel.
Mais Puis, maintenant, puis, si, ouais, si ça vous intéresse, que vous voulez suivre une formation classe B, bah, bien sûr, il y a plein d'organismes qui le font. Il y a des organismes qui sont très très bien qui le font partout en France. Et à l'issue de ça, bah, allez regarder un peu ce qui se fait. Vous pouvez aller, par exemple, quand il y a des conférences justement qui se font, ou aller voir les labos, visiter, parler avec les gens. Bah, par exemple, comme tu l'as fait, enfin, les gens qui viennent au salon de la plongée le oh, il y a font beaucoup de super bien. classes CB, oui, Euh, mais euh, non, pour moi, tu prêches un convaincu. Il y a toujours un rapport de chance, mais la chance, t'augmentes Bah, tu tes, de. Ouais, tu la tu, provoques un peu. tu la provoques un peu ou tu augmentes son pourcentage. Alors, juste sur l'expédition Protec, est-ce que sur les expéditions depuis 2019, il y a un site qui parle des recensements? Est-ce qu'il y a déjà les publications et est-ce que tu pourrais me les Oui, partager pour que je puisse les partager à la commu ensuite? oui. Si vous voulez, si ça vous intéresse, sur la fin de la alors, le site s'appelle protecare.net. Après, sur le site d'Etaf, vous retrouverez aussi un onglet, qui renvoie vers le site. Attends, je Heu vais le. Il y a et un lien. sur la fin de ma pub Ouais, de ouais, la voilà. présentation qu'avait fait Sébastien et quand il était venu, la faire chez moi à Thonon, il y a, il y a le lien. Ah, par Donc contre, vous le pouvez aller site sur ce lien. Voilà, je viens de le partager là. OK. Sur le site des terres australes, et antarctiques françaises, vous trouverez un lien donc, sur la mission avec, les dernières publications, ce qui a été fait et cetera, et vous retrouverez toute une petite série de carnets de voyage qui avaient été faits par un des anciens chefs de mission, qui, du coup, lui, touchait un peu à la vidéo et aux médias, et donc il a tourné des petits carnets de voyage. Donc ça peut vous enfin, c'est assez représentatif de ce qui peut être, ce que peut être l'ambiance là-bas et de ce qui peut être fait. Après, bah, oui, vous avez un Subaquois aussi qui avait parlé, des terres australes et de la mission de Sébastien à un moment donné. Ok. Il y avait eu aussi un reportage sur TF1 qui avait été fait, je crois que Bon, c'était il y a 2 ans. ok. On... Laisse-moi encore quelques mois, mais on se fera des vidéos là-bas. Bah, Euh, c'est quoi? Avec grand plaisir, ou même des vidéos ailleurs. Si je peux te rendre service, c'est avec plaisir. Absolument. On refait un dernier petit tour du chat. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon Mmh. moment en ta compagnie, Jonathan. Bah, Euh, merci, pareil. S'il y a d'autres sujets que tu veux développer avec nous, tu seras évidemment le bienvenu. Mmh. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, tiens, si Johan, est-ce que c'est viable en tant qu'auto-entrepreneur d'être classé B? Alors, je pense que ça peut le devenir. Moi, j'ai démarré ma société, il y a 3 ans, et donc pour le moment, elle fait que progresser, donc c'est très bien. Heu, alors malgré tout, là, j'ai encore besoin aujourd'hui d'avoir une activité à côté. En gros, mon activité à côté, en fait, elle me fait manger, elle, paye mes charges, de tous les jours, elle paye mon appart et cetera, ma voiture. Et après, en fait, tout ce que j'ai pour l'instant dans la société, en fait, je l'utilise pour, développer, bah, la société. Mhm, Donc, racheter du matos, mhm. me former moi. Donc je me suis formé au recycleur, j'ai passé donc la mention 3B, je rachète du matériel, je l'entretiens et cetera. Donc, voilà, donc pour le moment, tout ce que je gagne, en gros, je le Tu reverse. le réinvestis, ouais. Je peux pas en vivre complètement, à l'heure actuelle. Je il est possible que ça change un jour, hein. Après, voilà, pour le moment, mon équilibre est je disais au début, mon équilibre, il est très, très bien. Parce que à la fois, j'ai, une société comme Les Vieux Campeurs, par exemple, qui est à l'écoute de mes besoins et de ce que je veux faire et de ce que je veux développer. D'un autre côté, bah, moi, je suis très content de pouvoir leur apporter, tout ça, et qu'ils me laissent faire, qui me laissent faire tout ça, donc de développer, voilà, le côté pro, en plus de pas faire que du magasin, voilà, de pouvoir sortir, de pouvoir parler avec des gens, partager ce que je fais, tu vois? Faire ce qu'on fait ce soir, par exemple. Heu, donc ça, je suis super content par rapport à ça, et d'un autre côté, bah, voilà, je suis content d'avoir ma société à côté parce que, bah, c'est mon bébé, je travaille pour moi, et puis, ça me fait rencontrer des clients un peu partout, en France, même à l'étranger, et du coup, c'est super chouette, quoi. J'ai pas vraiment de choses à ajouter.
Donc, moi, je te remercie. Le chat, est-ce que vous avez Bah, passé un merci bon à vous. moment? Est-ce qu'on peut tous remercier Jonathan? Si vous pouviez noter sur 5 ce live, euh, alors, je vais essayer de mettre en place une petite note. On est encore en train de développer ça, mais tu vois, Une note l'idée, c'est que satisfaction. une fois par mois, Veuillez une exprimer fois votre par mois, satisfaction client. on est un invité. Bon, bah, c'est bon, 10 sur 5, on est pas Très bien. mal. Ah bah c'est pas mal. Donc, Boots. Bon, bah, C'est vraiment tu peux gentil. voir les commentaires, tout le monde est très content. On a été une Ouais, je vois. vingtaine tranquillement. Donc, Non, bah, franchement, merci à vous tous. Merci à toi de m'avoir invité. Merci de m'avoir proposé ça. C'est super sympa. Merci pour ce que tu fais. Merci pour toute ta communauté aussi, ce que vous faites aussi. C'est super cool. Donc voilà. Merci d'avoir posé des questions et de vous être intéressé. Ça fait vraiment plaisir. bah, formidable. J'ai partagé le lien de protect.net, donc c'est là où on peut te retrouver. Super. Et bah, si on a des discussions sur du matériel, sachez, la communauté, qu'on pourra solliciter Jonathan à l'occasion. Ou même toi, si tu veux rester sur le Discord pour de temps en temps répondre ou discuter, tu es aussi le bienvenu. On pourra en parler un peu. Bah écoutez, avec plaisir. En soi, alors je connais pas tout, hein, je connais pas encore tout, mais si, ouais, si vous voulez qu'on partage des choses côté même matos, ouais, j'adore le matos, donc vous Ouais. hésitez pas, avec plaisir. On est très nombreux, on est très nombreux. Et je pense même que on pourra faire tout un sujet sur les combinaisons étanches. Parce que là, je vais Ouais, préparer avec justement plaisir. une vidéo et tu as beaucoup plus d'expertise que moi, notamment avec les Kerguelen. Donc tout cela m'intéresse. Que Ah ouais, ouais, non, penses... moi j'adore ça, les combis étanches. J'ai plus On, que ça, je crois. on va finir sur la petite question de Johan, qui est un petit peu notre Mmh. aventurier breton dans un Que plus de... penses-tu Il, de c'est- plonger en jean t-shirt sous une étanche? il m'a fait Bah ce coup-là à c'est Marseille. ah ouais? Ah ouais, Ouais. c'est pour ça. Non, bah, après moi j'ai déjà plongé, ça m'est déjà arrivé, bon l'eau était très chaude, hein, de plonger, ouais, en t-shirt et en short et parce que j'avais pas d'autre choix à ce moment-là. Non mais c'est bien, après en soi tu plonges comme tu veux en dessous de ton étanche. Si tant que tu arrives à prendre plaisir et à être confort, pas de problème. Après ouais, pour moi jean c'est pas confortable quoi. C'est Ah, c'est pas hyper confort pour bouger, tu vois, à l'intérieur. J'aurais plutôt pris un jogging. Mais après, rien n'empêche, enfin, rien ne pas n'empêche, mais rien, ne remplacera le vrai sous-vêtement qui est fait pour l'étanche. C'est vraiment, il y a, enfin, ça a été étudié vraiment pour ça, pour faire circuler correctement et de la transpi et de l'air à l'intérieur d'un vêtement, en fait, où l'air se renouvelle pas. Donc des vêtements comme les vêtements de ski, les vêtements de rando et tout, vous pouvez les utiliser, mais ça va avoir une limite au bout d'un moment. Si vous voulez mhm. progresser en plongée, au bout d'un moment, va falloir sauter le pas et du coup, travailler un peu votre stratégie de sous-couche, de bien les utiliser. Alors pour le coup, ça, le principe des sous-couches, c'est le même que pour le ski ou la rando. Il y aura toujours, à peu près la même stratégie, mais par contre, c'est vraiment des vêtements qui sont faits pour. Ils sont fabriqués et faits pour ça. D'autant plus les fabricants, de combinaisons étanches qui, eux, font que ça. Ils savent fabriquer le bon sous-vêtement qui va avec. Moi, j'ai essayé une fois une sous-couche Apex. Il devrait l'appeler Pilou Pilou 3000. Euh, j'étais là. Il y avait une épaisseur de molletonné. Je sais pas si c'est vraiment Ouais, efficace en termes de respiration, de tout. Mais par contre, j'étais en train de retourner dans l'enfance. Là, c'était ouais, le petit dimanche tu te dis: matin «Ah, chez mamie dans mon doudou, tu vois. c'est exactement ça». C'est exactement ça. Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a certains où tu as pas la sensation, puis après c'est un peu personnel de savoir si tu te sens bien dans un sous-vêtement ou pas. Mais ouais, ouais, j'ai déjà eu des vêtements comme ça, alors côté efficacité, en gros, ça dépend de la matière qui est utilisée à Ouais. l'intérieur, ça dépend du pourcentage de matière et comment elle est construite, quoi. Trop de pilou Et pilou. quand tu commences à rentrer là-dedans, tu vois qu'il y a des trucs, tu te dis: «Mais ouais, c'est vrai», tu te dis: «Mais what the fuck, pourquoi ils ont fait ça?» en fait, ouais, OK, d'accord, c'était pratique à construire, c'est facile, et du coup, c'est bon marché, mais puis encore des fois même pas.
Mais ouais, c'est vrai que des fois, tu te demandes, ou alors des sous-vêtements qui t'embarquent, où tu as l'impression, tu sais, d'être hyper engoncé, de ressembler un peu au bonhomme Michelin à l'intérieur, quoi. Et non, c'est vraiment c'est hyper important d'être à l'aise dans ton vêtement. Donc, de te sentir effectivement comme dans un pilou-pilou, que tu pourrais même porter dans la vie de tous les jours, hein. Ah Il y a ouais. certains sous-vêtements, Moi, d'ailleurs, qui sont même déperlants. je m'imaginais, tiens, je crois que je vais l'acheter, je vais pas plonger avec, ce sera mon habit du dimanche, tu vois, un truc dans le L'habit déni du dimanche absolu. matin. Bon, allez, on va pas ouvrir l'arc narratif sur le pilou-pilou Ah, sinon, on d'Argonaute, n'a pas fini. sinon on Sinon, on n'a n'a pas pas fini. Après, fini. on pourrait faire une thèse sur le pilou-pilou, si tu veux. Avec plaisir. Ah, on en reparlera parce qu'il y a différents On- types d'épaisseurs, etc. Écoutez, je Ah vais ouais, non, mais finir ouais. cette émission. On remercie une dernière fois le chat. On remercie une dernière fois Jonathan. Et on va Merci infiniment. finir tout ça. Moi, j'ai passé une très bonne soirée avec toi. J'ai passé une très bonne soirée avec vous, le chat, comme Et toujours. pareil, pareil. Mercredi prochain, je vais essayer de faire un petit live sur Twitch où on va regarder ensemble le Naoun en Martinique. Et ensuite, on se reverra lundi prochain pour un autre live qui parlera du SS Tisselgorm. J'ai jamais autant fait de recherche historique sur une épave pour tout ce qui est habillage. Donc j'espère que Mm. la vidéo sur le Tisselgorm de de dimanche prochain va vous plaire. C'est une annonce, elle va sortir dimanche. Et c'est un sacré morceau parce Bravo. que elle n'est pas encore sortie, c'est un sacré morceau pour moi. Donc, et oui, demain, absolument, merci Johan. Demain sur ma chaîne YouTube, on aura un live avec Nicolas Sexic de Plongée Mm. Tech Marseille sur YouTube où l'on va parler des exercices que l'on peut faire en hivernage. Comment ne pas perdre en compétences durant un hivernage. Donc ce sera demain sur ma chaîne YouTube à 21h pour 1h30 comme toujours. Et on sera en compagnie de Nicolas pour parler de ce sujet-là. On n'a pas réussi à en faire un plus tôt parce qu'il y avait le son de la plongée, parce qu'on avait tous des obligations. Mais on reprend les lives Radiotech Marseille. Et donc ce sera demain 21h. Je vous attends. Comment ne Mathis, je ne sais pas de quoi tu parles et c'est pas grave. Je vous souhaite donc à nouveau à tous une bonne soirée et puis voilà.